Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Après plusieurs semaines d'absence, c'est reparti pour un nouvel épisode de Prenons un café. Cette semaine, je reçois Anne-Charlotte, la cofondatrice de la marque de solaire pour enfants Qui est là, mais aussi la maman de 2 enfants, Madeleine et Gaston. Anne-Charlotte décrit sa vie comme fluide. Elle a monté sa boîte à 26 ans, est tombée amoureuse de son mari il y a 8 ans, est tombée enceinte, a vécu une belle première grossesse, a accueilli son bébé dans la joie, a allaité sans difficulté et elle a repris sa vie de working mom sur les chapeaux de roue, sans encombre. Jusqu'au jour où elle a désiré un 2e enfant. Après 2 fausses couches, Anne-Charlotte a un pressentiment. Quelque chose ne tourne pas rond dans son corps. Elle le sent au plus profond, mais ne sait pas l'expliquer. Après un check-up qui ne révèle pourtant aucun problème, elle finit par tomber enceinte de son fils et sent une boule poindre dans son sein quelques semaines plus tard. Mais ce n'est que lors de l'examen du 5e mois de grossesse qu'elle ose en parler à sa gynéco. Dès lors, tout s'enchaîne. Examens médicaux, analyses et le diagnostic tombe. Anne-Charlotte est atteinte d'un cancer du sein de grade 3. Le cancer est agressif, il se développe rapidement, il faut agir vite. Oui, mais Anne-Charlotte est enceinte. Comment la vie et la mort peuvent-elles se côtoyer d'aussi près, dans le même corps ? Dans cet épisode, Anne-Charlotte raconte comment cet événement a chamboulé sa vie de mère, de femme, d'entrepreneur aussi, et l'a menée vers des combats qu'elle n'avait pas imaginés. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je suis également ravie de t'accueillir chez moi pour cet échange et pour cette première expérience pour moi de podcast. Donc, je m'appelle Anne-Charlotte, j'ai 38 ans. J'ai 2 petits bouts de chou, donc Madeleine qui a 5 ans et Gaston qui va bientôt avoir 2 ans. J'ai un mari qui s'appelle Laurent. Alors, je vais dire mon mari, même si on n'est pas mariés. Je sais qu'on va me faire des remarques, mais voilà, je dirais mon mari. Et puis, j'ai une petite sœur, qui a 3 ans de moins que moi, qui s'appelle Alice. Ah, c'est comme marrant. Ta fille. Voilà. Et j'ai aussi une marque. J'ai créé une marque pour enfants, de lunettes pour enfants, il y a bientôt 12 ans, qui s'appelle Qui est là. Ouais. Voilà, donc ça, c'est quand même le premier bébé de mon histoire. Donc, c'est important de le souligner. Ouais. Je vais te poser la question que je pose toujours aux invités de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère ? Oui. Alors là, la réponse sans hésiter, oui. Un grand oui. J'ai vraiment baigné dans la maternité, dans le sens où ma maman était vraiment... aimait énormément les enfants. On a été très désirés avec ma sœur. On gardait tout le temps les petits cousins. Plus c'était petit, plus on avait envie de les avoir à la maison. Enfin, vraiment, il y avait cet amour pour les petits, les enfants à la maison. Donc, c'est assez naturellement, même j'ai fait beaucoup de babysitting. Et puis, dans mon parcours même scolaire, après, puisque j'ai fait des études de design, je suis designer, je faisais quasiment que des projets pour les enfants. C'était marrant. J'avais tout le temps cette attirance à travailler pour eux, à améliorer leur quotidien, mais aussi le quotidien des parents, etc. Je trouvais ça hyper intéressant comme approche dans mon approche en tant que designer et créateur. Et donc, la maternité, je me suis même pas posé la question. C'était même très tôt, j'ai eu un désir d'avoir des enfants. Et puis après, la vie fait que ça a mis un peu de temps de rencontrer la bonne personne. Ça, c'était hyper important. Et j'ai eu un parcours dans ma maternité pas toujours simple, mais en tout cas, c'était vraiment une réelle envie. Ouais. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de cette maternité qui vient très tôt. Ça fait combien de temps que tu es avec ton mari, qui n'est pas ton mari, mais qui est ton mari ? Ça fait 8 ans.
Ok. Ouais, on s'est rencontrés en l'année de mes 30 ans. Donc voilà. Ouais, donc t'avais déjà créé ton entreprise et tout oui, ça. Oui, j'avais créé mon entreprise. J'avais eu des histoires assez longues aussi avant. Et voilà, j'étais dans ma vie parisienne, en coloc, avec mes copines. Je faisais beaucoup de théâtre, je faisais plein de choses et je me posais pas trop de questions. Et puis un jour, je me suis dit, là, quand même, tu vas avoir 30 ans. Ouais. C'était un peu la sonnette d'alarme. Et puis là, quand même, l'envie vraiment de construire ma famille, en fait. Ouais. Donc, du coup, quand tu l'as rencontré, tu lui as fait part tout de suite de ces envies-là? Ouais, assez rapidement. Je crois que... Alors, je vais pas sauter dessus en lui disant je veux tout de suite des enfants. Mais ouais, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Alors, pour lui, c'était pas une évidence autant que pour moi. Mais je savais que ça allait se faire dans les années à venir et puis de manière assez naturelle. Pour moi, avoir des enfants, et c'est ce que j'avais un peu dit à Laurent quand on a commencé à en parler plus sérieusement, c'était pas une contrainte. Il y a beaucoup de gens qui vont s'imaginer que leur vie va complètement être changée, etc. Et moi, j'avais pas cette appréhension-là. Je me disais, non, en fait, un enfant, il va nous suivre partout, c'est lui qui va s'adapter. Bon, après, en ayant un, j'ai réalisé que c'était pas tout le temps le cas, mais quand même, on a mis un point d'honneur à continuer, à voyager, à faire des soirées, que ça. Avec un deuxième, c'est une autre histoire. Ouais, on en reparlera sûrement. Mais c'est vrai que la première, j'ai vraiment l'impression qu'on a continué un peu notre vie d'avant, même s'il y a des choses qui changent forcément. Il y a un côté intéressant dans ton parcours, c'est que tu es entrepreneur, donc tu as ta propre boîte. Oui. Tu as des salariés en plus dans cette boîte. Enfin, c'est quand même une machine qui fonctionne bien. Enfin, voilà. Comment tu as intégré et comment tu as pensé la maternité dans ce cas de figure-là? Alors, c'est vrai que forcément, c'était une question, puisque... quand j'ai créé Qui est là, j'avais 26 ans. Donc, du coup, je me consacrais à 100% à ça et à mes autres passions. Mais c'est vrai que je passais beaucoup de temps. Mon temps était beaucoup dédié à mon travail et à ma boîte. Mais pour moi, c'était pas un frein. Ça allait s'imbriquer finalement assez naturellement dans le parcours. J'ai des associés que j'ai toujours. On était 3 associés au démarrage de Qui est là. Alix, David et moi-même. Alix est parti en 2017. Donc maintenant, on est plus que 2, David et moi-même. Et finalement, c'est comme on est dans une très grande confiance depuis le démarrage, que comme tu l'as évoqué aussi, on avait des équipes, on en a toujours, mais c'est assez mouvant tout ça. Il y a eu beaucoup de changements en 12 ans, mais on avait des équipes. Et puis j'avais aussi anticipé en disant, voilà, si je pars, je vais demander à quelqu'un de venir à la com. Alors, le design, de toute façon, c'est moi. Globalement, c'était quasi impossible de remplacer et ça n'a même pas été un sujet puisque, du coup, on anticipe les saisons et donc j'avais créé avant de partir en congé mat. Enfin, je ne sais plus trop comment ça s'est fait, mais ce n'était pas vraiment un sujet. Par contre, il y avait un vrai sujet sur la communication, le marketing, etc., puisque même si je n'ai pas été formée à ça, je l'ai fait de manière assez spontanée depuis 12 ans. Et donc, on a eu des équipes dédiées et on a une équipe dédiée, mais c'est quand même moi qui donne le ton de la marque, la direction artistique, mais pas que. Et donc là, il y avait quand même besoin d'avoir du soutien. Mais ça a été hyper, ça s'est fait. Du coup, tu as recruté quelqu'un spécialement pendant ton congé maternité? Ouais, c'était une amie qui est venue en renfort au début, comme ça pour quelques mois, et puis finalement, elle a pris pas mal le pôle com pendant mon absence, et puis finalement, elle est restée quelques années avec nous. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient, forcément, de tests, de gens qui ont gravité autour, des amis, parfois des connaissances plus éloignées, et puis parfois des recrutements classiques, de gens qu'on connaissait pas du tout. Et donc ça s'est fait comme ça, et ça a été assez serein. Après, je me suis arrêtée vraiment 2 mois. J'ai remis Madeleine à la crèche, à la MAM à 2 mois et demi. Je me suis même pas posé la moindre question. Est-ce que tu t'es arrêtée de travailler avant la naissance? Peut-être 2 semaines avant. T'es allée à terme, du coup? Oui, ça c'est bien goupillé, finalement. Ouais. Je suis allée à terme. Elle était prévue pour le 15 décembre. Elle est née le 13. Oui, vraiment, voilà. Mais j'ai arrêté tranquillement, doucement, mi-novembre, je crois.
J'avais un ventre énorme, mais j'avais une grossesse géniale, donc j'ai vraiment j'avais envie d'aller le plus loin possible, de continuer à travailler le plus possible et puis d'avoir plutôt du temps avec elle une fois qu'elle serait arrivée, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, je sais pas si c'est le mot, mais quand tu as ta propre entreprise et que tu pars en congé maternité, c'est qu'en fait ton cerveau il est jamais vraiment en congé maternité non plus. Ah bah ça, je te le confirme. Et de toute façon, quand tu es en congé tout court, c'est pareil, etc. Et ça, c'est quelque chose dont on discute beaucoup, même avec l'équipe ou autre, et même avec des amis. C'est un sujet qui est pas forcément facile à expliquer. C'est que même si on n'est pas en état de travailler, c'est-à-dire devant un ordinateur, on travaille tout le temps en fait. Moi, je travaille... Mon cerveau, il travaille la nuit, il travaille quand je suis en vacances. C'est d'ailleurs souvent ces moments-là où les idées viennent le plus, etc. Quand tu laisses le cerveau un peu au repos. Ouais. Donc, j'avoue, c'est vrai que ça, c'est un sujet. Mais pour moi, il y a tellement pas de frontières entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Alors là, en vieillissant et puis avec mon parcours et tout ce qui s'est passé, dont on parlera certainement après, j'ai pris quand même conscience qu'il y avait besoin de séparer un peu plus, de me préserver aussi un peu plus peut-être. Mais parce qu'en fait, maintenant que je prends du recul et je me dis, mais Madeleine, elle avait 2 mois et demi, on bossait comme des malades, on rentrait à 7h30, on se posait même pas de questions. Quand je vois la vie qu'on a maintenant, qui est vachement plus slow. Ouais, alors on bosse quand même encore beaucoup, mais disons que je pense qu'on est en train de chercher un équilibre pro-perso qui est un peu plus adapté, on va dire. Ouais. Du coup, tu as cette grossesse qui se passe bien. Ça fait quoi ? Enfin, comment tu as réagi à la naissance de ta fille ? Est-ce que tu te sens tout de suite mère ? Est-ce que ça met un peu de temps ? Enfin, comment la maternité vient à toi ? C'est une grande question. Un peu comme beaucoup de choses dans ma vie, je me pose pas trop de questions en fait. Donc c'est des choses, je suis assez spontanée, je pense. Et donc c'était assez inné aussi. Je me revois dans la salle d'accouchement. Pourtant ça a duré un sacré paquet de temps. Ça a dû durer quasiment 48 heures mon accouchement. Ah oui. Ouais, parce que j'ai perdu les os et puis en fait il s'est rien passé, donc on a passé tout le lundi dans la chambre à attendre que ça vienne et de temps en temps je les appelais, je disais j'ai un peu mal, elle me disait non désolée là c'est pas du tout encore le moment. Non. J'ai compris après. Mais quand tu sais pas, tu guettes un peu tous les signes. C'est ça. Donc non finalement si c'est un bon souvenir. Vers minuit, un truc comme ça, le lundi soir on est allé à un moment, le travail se venait vraiment pas. Et ils nous ont dit, si vous voulez, vous pouvez prendre un bain. J'ai accouché au Bluet, qui est une maternité un peu physio, qui était super. Et donc là, j'ai dit, ok, on va tenter. Et c'était un super bon moment, tous les deux. J'ai pris un bain et je suis remontée dans la chambre. Et j'ai dit à Laurent, là, franchement, repose-toi, dors. De toute façon, il va rien se passer. Et là, c'est là où et là, ça a commencé, mais hyper violent. Donc, je l'ai laissé dormir. Sympa quand même. Et vers 3-4 heures, je crois que j'ai fait, là, je peux plus, je vais mourir. Et vraiment, j'étais trop mal. Et donc là, je les ai appelés, ils m'ont dit oui, effectivement, ça y est. Et le col s'était ouvert hyper vite. Ah ouais. Et donc, on est parti, Sauf qu'elle est née à 11h. Je crois qu'elle est née à 11h30 le lendemain matin. Donc, ça a encore reduré derrière. Après, une fois que j'ai eu la péridurale, c'était le bonheur. Et je crois qu'ils m'ont d'ailleurs même laissé dormir parce que j'étais trop épuisée, en fait. Et donc voilà, elle est arrivée. On ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Ça, c'est un vrai sujet dans l'arrivée de Madeleine parce qu'on était persuadés que c'était un garçon. Ah ouais. Mais on ne sait pas pourquoi. On en parle encore aujourd'hui. On en rigole parfois. Alors, on pense que c'est le côté, on dit le bébé beaucoup, et puis les commentaires des gens qui disent ça doit être un garçon. Je ne sais pas. On ne sait pas pour quelle raison. Et puis on avait un prénom garçon qui était assez évident et un peu moins fille. Donc bon, peut-être que tout ça a joué. Et du coup, quand elle est arrivée, ils nous ont, on était super émus et ils nous ont demandé si on voulait. Du coup, ils gardent toujours un peu le suspense. Ouais. C'était marrant. Donc garçon-fille, on a dit. Ça doit être un garçon. Ils ont dit non, c'est une fille. Vu sa tête. Ouais. Et c'était un bon gros bébé de 4 kilos, plein de bourrelets, trop mignon, etc. Tout chaud. Et ouais, c'était trop, trop chouette, quoi. Donc non, c'était assez inné. Première tétée, je savais pas forcément trop si l'allaitement... Pareil, je m'étais dit... On verra. Si ça le fait, tu le feras. Mais te mets pas la pression. C'est un peu mon discours autour de l'allaitement. Et finalement, j'ai adoré.
Et ça s'est fait hyper naturellement, mais parce que on m'avait dit dans les cours préparatoires qu'effectivement c'était un duo. Et c'est vraiment ça, c'est qu'elle elle a très bien pris le sein et moi ça s'est fait très naturellement. Donc il n'y a pas vraiment eu de questions à se poser, ça s'est fait assez cool. Trop bien. Et elle est née à 11h30, on est remonté dans la chambre et je crois que l'après-midi il y avait déjà mon père, ma sœur, le lendemain il y avait des copains, enfin c'était la folie quoi. Et tu l'as bien vécu ça ? Ouais. C'était important pour toi ? C'était hyper, ouais. Alors avec du recul maintenant, parce que j'ai pas du tout vécu la même chose pour mon deuxième, j'ai trouvé ça aussi hyper chouette d'être seule, de pas avoir de visite, etc. Mais encore une fois, je pense qu'on était sur un autre rythme, une autre vie et c'était il y a pas si longtemps, mais ouais, on y repense encore avec des copains. Ils sont venus avec du champagne, ils restaient jusqu'à 20h. Et même certains me disent, mais c'était vraiment une autre vie. Mais t'étais, oui, mais ils me disaient, mais t'étais même pas fatiguée, quoi. C'était, enfin, ouais. Et j'étais tellement heureuse d'être maman, en fait, que je crois que ça a surpassé tout. Ouais, et puis t'as l'adrénaline aussi. Hein, les hormones, mais clairement, que Laurent n'avait pas. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, là, va faire une vraie nuit, parce que mais vraiment, il était beaucoup plus fatigué que moi. C'était marrant. Ouais. Est-ce que t'as eu un contre-coup à un moment ? Oui. Quand on est rentré à la maison, parce qu'on était vraiment dans notre cocon. On est resté, en plus, peut-être 5 jours, ou 4 ou 5 jours. Il dormait avec nous. Enfin, on était vraiment, moi, c'était l'hôtel, quoi. En plus, on se faisait livrer des Deliveroo, limite. Tout. Enfin, c'était un peu l'hôtel. Ouais. Et on était trop bien. Et puis, il y avait un côté, j'ai bien aimé cette maternité parce que il nous accompagnait, mais de loin. Et même, je me souviens qu'un jour, il y a eu un petit vent de panique parce que, je sais plus, les selles étaient d'une couleur. On a paniqué 5 minutes. On a appelé tout de suite. Et puis, ils sont venus, ils nous ont dit, mais non, mais vous vous débrouillez super bien, il n'y a pas de problème. Et on leur a dit, mais vous venez jamais nous voir. Et on a dit, en fait, vous n'avez pas besoin de nous. Et vous inquiétez pas, en fait, on est là. Et ça, c'était vachement bien. C'était de sentir qu'il y avait de la surveillance, mais qu'en fait, on apprenait à être parents sans conseil, on faisait au feeling et ça se passait super bien. Pour la confiance en soi, ça doit être vachement bien, ça. Et ça, c'était vraiment chouette. Et c'est en ce sens où cette maternité, vraiment, on a adoré. Et après, c'est vrai que, par contre, le revers de la médaille, c'est le retour, quoi. Parce que là, je me suis dit, mais comment on va faire ? Et pourtant, on n'avait pas d'aide, donc paradoxalement, mais un peu le grand vide, quoi, de se dire... T'as toujours cette béquille de dire, si jamais, j'ai juste à appuyer sur le bouton. C'est ça, ouais. Et en plus, j'avais pas vraiment eu de montée de lait, donc, et c'est arrivé forcément la nuit où on est rentré à la maison. Donc là, les seins qui s'engorgent, la panique un peu, etc. Mais ça a duré une journée, et puis après, c'était reparti. Et non, j'ai pas vraiment eu de gros contre-coups. Top. Ouais. C'est trop bien. Puis j'ai l'impression, en fait, à t'écouter, c'est qu'il y avait quand même pas mal... Enfin, vous étiez entourés. Une petite tribu comme ça autour de toi. On avait plein de visites. Et puis après, Noël est arrivé très vite. Mais quand j'y repense, c'était même fou parce je crois qu'on est rentré de la maternité autour du 19 décembre. Mes beaux-parents arrivaient le 20-21. On faisait Noël chez nous. Après, on prenait un train pour aller dans ma famille. J'aurais jamais été capable de faire ça. Non, mais il y a plein de copines qui me disent ça. Elles me disent, mais et en fait, c'est ce que je racontais juste avant. C'est que pour moi, la maternité, c'était une continuité, en fait. Après coup, je me suis rendu compte en rentrant en janvier, après tout ça, on avait vu toute la famille, le premier Noël, mais elle a été super. Enfin, ça s'est hyper bien passé, mais quand même, on avait un peu tiré sur la corde quand même. Et donc, c'est vrai qu'en rentrant chez nous en janvier, là, il y a eu un peu le vide. On est partis quelques jours, tous les trois, je crois, à Marseille. On s'est loué un truc, on s'est dit, il faut qu'on se retrouve un peu que tous les trois, parce que finalement, on n'avait pas été beaucoup tous les trois, quoi. Donc, mais c'est des super souvenirs. Après, ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas de regret. Après, c'est sûr que maintenant, je regarde de loin et je me dis, quand même, on était un peu foufou. Mais tu vois, tu sais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en matière de maternité et de parentalité, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses sur les informations qu'on donne, sur la façon dont c'est géré, entre guillemets. En tout cas, on nous dit maintenant, alors je ne suis pas devenue mère depuis, mais de vraiment ralentir, d'être sur un programme très slow. Et ça, moi, c'est une information que je n'avais pas, parce que on a accouché plus ou moins en même temps, qui n'était pas évidente en fait pour moi. C'était on donnait naissance et après tu reprends ta vie, quoi. C'est ça. Et c'est voilà, on y va, on enchaîne comme si rien ne s'était passé. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on laisse beaucoup plus de temps et d'espace à cette nouvelle maternité, grâce à la parole qui s'est libérée aussi, grâce à toutes ces mères qui n'ont pas vécu un postpartum facile aussi, parce que ça reste une période délicate, compliquée. Et j'ai l'impression que on est plus sur une mouvance slow
Et les changements ont été vraiment pas radicaux, parce que voilà, mais il y a eu vraiment beaucoup de changements, en fait. Quasiment radicaux. Ouais, en très peu de temps. Et puis, encore une fois, c'est là, on parle de ce qu'on voit. Moi, je vois beaucoup ça, mais parce que je pense que c'est relatif à ma sphère aussi, et à ce que je vis. J'imagine que c'est pas comme ça partout, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que nous, dans notre histoire, en plus, les 2 grossesses ont été tellement différentes et vécues à des moments très différents, mais c'est pas du tout la même. C'est ni la même temporalité, ni même la façon d'aborder les choses. La façon d'être parent aussi. La façon d'être parent, on se posait, je pense, moins de questions quand on a eu Madeleine. Et comme je dis, ça s'est fait vraiment dans une espèce de continuité. On continuait nos week-ends à droite à gauche, on la trimballait partout, on allait dîner chez des copains, ça s'est fait. Mais après, il y a le Covid aussi qui a totalement tout chamboulé. Ouais. Et nous, on le dit souvent, parce que j'ai plein de copines qui ont eu des bébés la même année que moi, pour le deuxième, en 2020. Et c'est des bébés qui ont beaucoup moins été trimballés, etc. Mais parce qu'on sortait moins, parce que les restos étaient fermés. Parce que... Et puis en fait, je pense que les parents, surtout, qui sont devenus parents sur cette période Covid, ont eu l'occasion de se recentrer aussi, et de devenir une famille ensemble, en fait, sans interaction autour. Même pour le travail, je veux dire, quand le deuxième parent est à la maison parce qu'il télétravaille, c'est pas la même chose du tout que quand il s'en va. Et puis justement, maintenant, on a peut-être cette facilité à plus adapter nos emplois du temps à notre travail, en fait. L'équilibre vie perso et vie pro, il est vraiment différent qu'on soit à notre compte d'ailleurs et pas qu'on soit salarié. Et d'ailleurs, aussi. C'est un vrai sujet au sein de la boîte. On en parlait beaucoup avant le Covid parce qu'on commençait à avoir des demandes de télétravail, etc. C'était un vrai sujet. Et là, c'est plus qu'un sujet, c'est un équilibre. Nous, avec mon associé, ça fait 2 ans qu'on cherche cet équilibre-là et qu'on le cherche avec nos équipes aussi. Et qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer et de respecter cette notion de vie privée, vie pro. Sachant que la plupart de nos employés ont, comme nous, les mêmes profils, des enfants en bas âge. Alors là, on se faisait la remarque récemment, ils grandissent tous, c'est marrant. Mais oui, il y a quand même, on est tous dans cette même période de vie, de parentalité. À la trentaine, quoi. Ça, un peu plus près des 40, mais ça reste la trentaine. Ouais, exactement. Mais en même temps, il y a aussi parfois ce piège, justement, de travailler à la maison et de la séparation est pas toujours évidente. Mais bon, c'est un autre sujet, peut-être pourquoi pas un autre podcast. Ma question suivante va être sur le deuxième enfant. Est-ce que pour toi, c'était évident qu'il n'y aurait pas qu'une seule enfant ? Ah oui. T'en voulais plusieurs. Ah oui. C'était quoi ton imaginaire idéal pour toi ? Alors moi, mon imaginaire idéal, c'est 3 enfants. C'était 3 enfants. C'est une vraie question aujourd'hui vis-à-vis de mon parcours. Un 3e ou pas, l'envie même ou pas. On ne sait pas aujourd'hui répondre à cette question-là. Mais c'était plutôt 3. Après, nous, avec ma sœur, on était 2. Et j'ai eu l'impression qu'il a toujours manqué quelqu'un. Ah ouais. Ouais. Alors, mes parents nous ont jamais caché qu'ils auraient aimé avoir 3 enfants. Donc, est-ce que c'est parce que je l'ai beaucoup entendu et que indirectement, on l'a vécu avec ma sœur de se dire, il manque une troisième roue, à l'équation. On a été très heureuses, bien sûr, mais il y avait vraiment en plus dans notre famille quelque chose que je redoutais un peu, c'était le côté, il y a un enfant avec sa maman et un autre avec son papa, quoi. D'accord. C'est ce que je redoutais un peu avec le chiffre 2. Et forcément, on le vit aujourd'hui. Il y en a un qui fait des choses avec l'un et l'autre, beaucoup. Alors, on essaye de faire des choses à 4, mais voilà. Et donc, le fait d'avoir un petit garçon, du coup, ça, j'étais contente parce que j'étais pas dans la reproduction de filles, comme notre famille. Et voilà. Et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur cette histoire de 3e enfant, de savoir si c'est vraiment une volonté, si c'est viscéral pour moi, parce que vraiment, au fond de moi, j'ai envie d'avoir un 3e enfant. Ou c'est parce que c'est pour combler un manque qu'il y a eu peut-être au niveau de tes parents. Voilà. Et tu vois, ce que tu dis, ça résonne dans le sens où en fait, si c'est un manque qui était là pour tes parents, on a l'impression qu'il manquait une 3e personne,
un troisième enfant en tout cas, c'est un manque global finalement. Oui, on l'a vécu nous aussi. Famille, on l'a vécu nous aussi, ouais, complètement. Enfin, il faudrait en parler plus avec ma sœur. C'est pas un sujet qu'on a trop abordé, mais oui, je pense qu'on l'a vraiment vécu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vivait beaucoup en tribu. T'as employé ce mot-là. On vivait avec nos cousins tout le temps le week-end. On vivait avec les copains. On partait quasiment jamais en famille, parce que la famille resserrée, c'était compliqué. Ouais. C'est-à-dire, ça se passait bien, mais il y avait comme une sorte d'événement non accompli. C'est-à-dire que des vacances où on n'est que tous les quatre, bon, c'est chouette, mais il manque du fun, il y avait vraiment ce besoin de tribu, d'être en grand nombre, d'être des grandes tablées, de faire des grandes fêtes de famille, etc. Et donc, on a gardé ça à fond. Hein. Moi, j'adore, je suis hyper... fédératrice pour faire des soirées. J'ai eu un appartement coloc qu'on avait surnommé le 101, où on faisait des grandes fiestas, etc. Donc j'ai toujours adoré ça. Mais je suis aussi en train de faire un travail sur moi, sur cette question de se dire, mais on peut aussi être bien qu'avec sa famille resserrée, et puis on peut aussi même être bien tout seul. Ouais, ça, c'est un gros sujet pour moi. Ouais, c'est vrai. Ouais. De s'accomplir, on s'entend, c'est pas forcément réaliser quelque chose, mais de pouvoir être seul, typiquement partir en week-end solo. Ah ouais, exactement. Ce genre de ça, choses. c'est très nouveau pour moi, mais je pense que voilà, la vie fait que je suis en train de vraiment apprendre ça et prendre conscience de ça, et c'est bien. Ouais, elle est sympa la vie en fait. Du coup, donc cette envie pour toi, c'était une évidence d'avoir plusieurs enfants. Est-ce que vous êtes posé la question de se dire alors là c'est le moment, on y va, ou alors c'est venu assez naturellement? Non, alors là on va pas se mentir, il y avait un côté un peu logistique et très pragmatique. Laurent est assez beaucoup plus pragmatique que moi, mais je le suivais à fond là-dedans parce que voilà, 2 enfants en bas âge à Paris avec les jobs qu'on avait, plus la crèche à payer, on va pas se mentir, c'était pas possible en fait. Donc on s'est toujours dit si deuxième il y a, ce sera à l'entrée à l'école. Ouais. Globalement, il y avait un peu ce... Je crois que c'est un schéma assez classique, mine de rien. Voilà. Mais après, c'est la réalité. Quoi. Ouais, complètement. 2 modes de garde, Non, les modes de garde, c'était pas possible. Et puis aussi, le fait d'être... on aime énormément notre job l'un et l'autre. Je crois qu'on est aussi vraiment accomplis dans nos vies d'hommes et de femmes dans nos boulots, donc c'était pas un compromis à faire, même si on avait envie d'être parents, voilà. Donc on s'était dit ça, et puis on a recommencé à essayer quand Madeleine avait peut-être 2 ans, mais le parcours a pas été simple parce que j'ai fait 2 fausses couches, donc ça je pense que ça va être important pour la suite. Et j'ai pas aussi précisé, mais avant Madeleine, la première expérience a été assez compliquée dans la maternité puisque j'ai fait une grossesse extra-utérine. D'accord. Donc c'est vrai que dans mon parcours de maternité, comme je le disais en préambule, ça n'a pas toujours été très simple. Et donc entre Madeleine et Gaston, du coup, j'ai fait 2 fausses couches. Et là, j'avoue qu'à la deuxième, je commençais vraiment à désespérer. Et là, je suis rentrée un peu dans une spirale de vraiment pas bien. C'était compliqué parce que, pour le coup, Laurent avait du mal à le comprendre et je pense que ça, je lui en veux pas. Un homme ne vit pas ces choses-là intérieurement, et c'est évident. Mais en tout cas, moi, je commençais un peu à perdre pied et à me dire j'aurai jamais d'autres enfants, il y a un problème. Et en fait, j'étais intérieurement convaincue qu'il y avait un souci, quoi. Et donc, j'ai un peu fait des pieds et des mains pour comprendre. Je suis allée voir ma gynéco plusieurs fois. Je me rappelle d'un rendez-vous où j'y suis allée et elle en avait un peu marre de me voir en me disant mais écoutez, il y a un moment où ça va venir, arrêtez de vous... plus vous y pensez, pire c'est. La fameuse injonction. Ça viendra quand tu penseras à ça. Voilà. Je suis sûre que dans 1 mois ou 2, vous serez enceinte, etc. Et je me rappelle très bien de ce rendez-vous, lui dire, de toute façon, là, je pense qu'il y a vraiment un souci, je veux faire un check-up. Et d'habitude, je suis pas trop entreprenante dans ce genre de sujet. Je me laisse un peu bouffer, où je dis, d'accord, ok, je me tais. Et là, j'étais vraiment arrivée en me disant, non, là, elle me laisse pas partir sans me donner une ordonnance, me faire un check-up, quoi. Et je me rappelle lui avoir dit, vous allez me prendre pour une folle, mais si ça se trouve, j'ai un cancer. Et c'est fou. Ouais. Et je me rappelle lui avoir dit, et les larmes aux yeux, lui dire, j'en peux plus, là, je veux comprendre ce qui va pas. En fait, j'ai fait plusieurs fausses couches, je pense qu'il y a un truc qui va pas, quoi. T'étais convaincue au fond de toi que... Ouais, et c'était en septembre. Et en septembre 2019, du coup. Et elle me dit, non mais, détendez-vous, je vais vous faire votre échographie. Elle me dit, tout va bien, les ovaires vont bien, tout va bien, machin. Vous allez aller faire une grosse prise de sang globale, etc. Et puis elle me reçoit une semaine ou 2 après en me disant, mais vous voyez, tout va bien. Et l'ironie du sort, c'est que je suis tombée enceinte vraiment, je pense, dans les semaines qui ont suivi. Ouais.
Et donc, elle avait raison, et tant mieux, mais bon, au final... oui et non, quoi. Oui et non. Donc, il y avait quand même cette espèce de truc assez puissant où je me disais, là, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Pendant la grossesse, tu as ressenti ça aussi ? Ou une fois que tu étais enceinte, tu as mis ça un peu de côté ? Alors, quand j'ai appris que j'étais enceinte de Gaston, on était très contents, mais on n'avait pas ce bonheur qu'on a eu, qui était plus naturel, parce que les deux fausses couches m'avaient vraiment échaudée. Enfin, je sais pas comment dire, j'étais plus inquiète. Tu avais conscience, tu l'avais conscience dès le départ, puisque ça avait déjà commencé comme ça, mais qu'une grossesse pouvait s'arrêter. Voilà, donc là, j'étais un peu... je me souviens d'ailleurs que peut-être 5-6 ans avant, quand j'ai eu Madeleine ou autre, j'étais beaucoup plus genre, je comprends pas les filles qui attendent 3 mois avant de le dire, etc., etc. J'étais assez... étonnée par ce genre Pourtant, tu avais fait une grossesse extra-utérine avant. Ouais, mais à la grossesse extra-utérine, alors ça a été très difficile. En plus, j'étais opérée en urgence, etc. Ça s'est très mal passé. Mais quand Madeleine est arrivée, enfin, quand je suis tombée enceinte de Madeleine, là, pour le coup, j'ai balayé un peu cet épisode. Même si il est encore là, ancré. Mais ouais, le bonheur d'être enceinte. Et j'ai pas vécu dans la crainte que ça puisse s'arrêter. Une fois que tu as su qu'elle était au bon endroit. Bien placée, il y avait ce côté bien placé. Là, je pense que les fausses couches, ça m'a échappé. Je comprenais pas pourquoi. Et je crois que ça, c'est assez difficile en tant que femme, c'est de dire... Et puis en plus, le fameux classique où on te dit, oui, bon, ça arrive. Ça arrive, c'est sympa, mais... Ça veut pas dire que c'est pas douloureux ça pour autant. Ça veut pas dire que c'est pas douloureux. Et en fait, on perd un peu le contrôle de son corps, on ne sait plus trop ce qui nous arrive, et c'est quand même des micro-deuils, quoi qu'on dise, et qui sont quand même difficiles à passer. Donc, pour la grossesse de Gaston, effectivement, j'étais beaucoup plus... Ouais, j'étais pas sereine, j'étais heureuse, on était heureux, mais on n'était pas serein, je pense, vraiment. Et j'ai commencé à être sereine au mois de décembre, quand... T'as passé le cap. On a passé un peu le cap, on a annoncé à toute la famille à Noël, c'était super chouette, etc., et j'ai eu, on va dire, que le mois de janvier, vraiment de plénitude de je suis trop heureuse, ça y est, je peux souffler, mon ventre s'arrondit, c'est chouette, etc. J'ai eu juste cette petite... Qu'est-ce qui s'est passé après ce mois de janvier ? Eh bien, alors ce mois de janvier, le vrai souvenir qui restera gravé, c'est qu'on avait demandé si c'était garçon ou fille. Ah, là, vous avez demandé. Cette fois-ci, on a demandé. Ah oui, pourquoi là, vous avez demandé ? Alors... Parce que Laurent a très mal vécu le fait de ne pas savoir le sexe. Oui. C'était toi qui voulais pas savoir ? Moi, alors, dans commun accord, on s'était dit, allez, on garde la surprise. Moi, j'avais fait un peu de forcing pour dire, allez, tu vas voir, ça va être sympa, c'est le premier, on s'en fiche. Mais il m'avait dit, ouais, ok, ouais, je te suis, etc. Sauf qu'en fait, on en reparle encore aujourd'hui. Il me dit, pour moi, ça a été compliqué, en fait, le côté surprise. Parce que j'ai mis plusieurs jours à m'approprier cet enfant. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, tout était assez inné, etc. Mais par contre, il est vrai qu'on était tellement convaincus que c'était un garçon qu'on a mis, alors moi, moins longtemps que lui, mais on a mis quand même un petit moment à se dire « Ah ouais, non mais c'est une fille, c'est bizarre ». Et Madeleine, je pense qu'on n'avait pas projeté autant... comme on n'avait pas projeté une fille, ça a mis vraiment du temps à faire connaissance. Et il y a cette fameuse rencontre qui est magique. Et moi, très rapidement, j'ai balayé et puis j'étais trop contente d'avoir une fille, en fait. mais Laurent, il m'en parle encore parfois en me disant ça a été pas facile pour moi. Puis surtout que... Alors, moi, je connaissais pas le sexe de mon enfant non plus, donc je peux pas dire en connaissance de cause, mais en tout cas, j'ai l'impression que peut-être c'est plus difficile pour les coparents parce qu'ils le vivent déjà pas à l'intérieur, donc... Peut-être que connaître le sexe de l'enfant, ça permet une projection aussi. Tout à fait. Et on en a parlé encore récemment. Il me dit, mais moi, je veux savoir, en fait. Et on parlait de copains qui vont avoir un enfant et dire, ils vont demander. Et il dit, mais en fait, maintenant, la question se poserait même pas, quoi. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de se projeter un peu plus, etc. Donc, en janvier, on a demandé si c'était garçon-fille. Et en fait, c'était pas une échographie, c'était pas l'écho des 3 mois, je sais plus, c'était une écho au 4e mois. Et là, elle me dit, vous voulez savoir ? Je dis, non, Laurent n'est pas là, etc. Par contre, mettez-le-moi sur un petit papier. Et du coup, je leur annoncerai ce soir, on l'ouvrira ensemble. Et ça, c'était vraiment un chouette moment. C'est Madeleine qui a ouvert l'enveloppe. Et donc, en plus, elle voulait absolument une petite sœur. Donc, mais elle a ouvert, elle a dit, c'est un garçon. Enfin, on lui a lu que c'était un garçon. Et donc, on était trop contents. Et c'était un chouette moment au mois de janvier. Mais il y avait un truc sous-jacent qui était... j'avais une petite boule dans mon sein.
dont j'avais parlé à personne. Même lorsque tu as voulu faire ton check-up et tout ça, tu l'avais déjà ou... Non, je l'avais pas. J'ai commencé à la sentir en, je dirais, mi-octobre. Ok. Octobre, début novembre, quoi. Et puis là, je sentais quelque chose de temps en temps. Puis je me disais, bon, c'est la grossesse, hein, tout simplement. Forcément, c'est la réponse qu'on m'a beaucoup donnée. Ouais. Puis en plus, les seins, c'est une zone qui travaille pas mal pendant la grossesse. Tout à fait. Et, mais j'en ai pas parlé à Laurent, j'en ai parlé à personne vraiment. Il y a une seule fois où je suis allée voir la gynéco toute seule pour un contrôle lambda et je lui dis j'ai un truc dont je voudrais vous parler, j'ai une petite boule dans mon sein, etc. Elle a à peine regardé, elle m'a dit non mais vos seins se mettent en place, ok. Et puis je pense que moi je suis quand même convaincue qu'il y a quelque chose en moi qui savait. Donc j'ai un peu insisté une autre fois et j'ai rencontré je sais plus à quel mois on passe de son gynéco de ville à la maternité qui va nous prendre en charge. 7 mois, je crois. Voilà. Alors, c'était avant chez moi, parce que du coup, je me souviens d'être allée au Bluet, donc la fameuse maternité où j'ai accouché, je voulais réaccoucher là-bas, etc. J'ai une rencontre avec une sage-femme qui était super. C'est des femmes à chaque fois extraordinaires. Et donc, je me sens tellement à l'aise avec elle qu'elle me dit, on parle de tout, de plein de choses, etc. Puis elle me dit, vous avez d'autres questions? Je lui dis, en fait, j'ai une petite boule dans le sein, je vous le dis à vous, peut-être vous pouvez regarder, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça me travaille, quoi. Elle me dit, il ne faut surtout pas rester comme ça, il faut absolument que vous en reparliez à votre gynécologue. Je dis, ah bon, vous croyez? Elle me dit, non, mais il y a 95% de chances que ce soit bénin, mais il faut absolument en parler. Je dis, bon, ok. Et je pense que cette femme m'a convaincue qu'il fallait que je creuse un peu quand même. Et donc, j'ai fait cette échographie en janvier, et en février, début février, on est allé faire l'échographie des 5 mois, je crois. Celle du deuxième trimestre. Voilà, celle du deuxième. Et là, Laurent est avec moi. Et donc, on fait l'échographie. Elle nous dit, c'est super, tout va bien, c'est un petit garçon. On valide le fait que ce soit un petit garçon, etc. En pleine forme. Et à la fin, je lui ai redit, mais vous savez, j'ai toujours cette boule dans le sein, etc. Donc déjà, Laurent apprend que j'ai une boule dans le sein à ce moment-là. Voilà. Et elle me dit, bon, je vais regarder. Elle me palpe rapidement les seins. Elle me dit, bon, franchement, on va faire une échographie pour vous rassurer, mais honnêtement, c'est sûr que c'est rien. Mais presque un peu... vous me saoulez un petit peu avec les yeux au ciel, quoi. Ouais. Et donc, le rendez-vous se termine. Je me souviens, on sort et moi, j'étais là, focalisée sur le bébé va trop bien, t'as vu, il bougeait, etc. Et Laurent, en fait, me dit, mais c'est quoi cette histoire, etc., de boule dans le sein? Et je me souviens de ce moment où moi, on s'est même un peu engueulé parce que j'étais là, mais on s'en fout. Hein, tu vois, je voulais pas vraiment en parler. Je voulais lui dire, le bébé va super bien, c'est trop cool, on a vu notre bébé, pourquoi tu m'embêtes avec cette histoire? Mais sauf que lui, il venait de l'apprendre, donc... Et il me dit, mais tu le sens depuis quand? Enfin voilà, on commence à discuter de tout ça. Et lui, il est très, comme je disais au début de l'entretien, assez pragmatique. Donc il me dit, non, de toute façon, voilà, tu vas faire une échographie et puis next, quoi. On pourra passer à autre chose. Exactement. On se rassure que tout va bien. Tout va bien se passer. Et donc rendez-vous pris pour une échographie dans un centre à République, etc. Et puis donc là, je vais faire ma petite échographie toute seule, mi-février, avec mon gros bidon qui commençait à bien se développer. Et à l'échographie, en fait, les larmes commençaient un peu à couler parce que là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Là, il y a un truc bizarre. Ils étaient hyper gentils et puis ils me font l'échographie. Bien sûr, ils me disent rien. Ils me disent, bon, on va passer en mammographie. Je dis, mais je suis enceinte. Et ils me disent, ouais, mais on va vous mettre quelque chose pour protéger, etc. Mais on va quand même faire une mammographie dans le doute. Mais ils n'étaient pas du tout alarmants. Hein. Ils n'étaient pas alarmants, mais moi, j'étais là. Il y a un truc vraiment là qui commence à déconner. Et donc, je sors de la mammographie et là, clairement, j'avais les larmes qui coulaient toute seule. En fait, j'étais là, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et là, ils me disent, vous allez revenir dans une semaine pour faire une biopsie. Et là, j'en tremble encore. J'étais là, bon, là, il y a clairement un truc qui va pas. Et donc, je me revois aller au bord du canal Saint-Martin, appeler Laurent, être en larmes, lui dire, mais ils me font revenir pour une biopsie, c'est que ça va pas. Et lui me dire, mais n'importe quoi. Alors, en plus, être assez dur, en fait, dans le côté, on va pas pleurer avant d'avoir des mauvais résultats. Et puis, ça veut absolument rien dire. Ouais. Okay. Bon, il se protégeait quand même, oui. Je pense. Après, j'ai même eu la gynéco qui m'a dit, non, mais c'est un parcours classique. Dès que j'avais des gens au téléphone, ils me disaient, non, mais t'inquiète, c'est classique. En vrai, quand tu réfléchis, tu sais bien que c'est pas... Ouais. Enfin, pour avoir entendu déjà des personnes qui ont traversé cette épreuve du cancer, c'est que... Mais moi, je savais sinon, ça s'arrête à l'écho ou à la mammo, tu vois. Alors oui et non, parce que... Sauf s'il y a un doute. Quoi. Voilà, dans la biopsie, ils peuvent... Ça aurait pu être bénin, hein, mais malheureusement, ça ne l'a pas été. Mais donc, j'ai fait ma biopsie une semaine après. Et puis là c'est
là, c'est le cauchemar dans le sens où j'ai attendu plus de 10 jours les résultats. Et en plus, le laboratoire m'avait dit non, mais vous pourrez venir les chercher. La gynéco m'avait dit moi, je préférerais vous voir, quel que soit le résultat. Et puis en fait, avec du recul, c'est pareil. J'ai compris qu'après, mais je devais avoir un rendez-vous le vendredi qui a été décalé au mardi. On avait un week-end avec des copains où on est allés. Et elle me dit non, mais je veux vous voir mardi. Et même Laurent, maintenant, quand on en reparle, il me dit de toute façon, elle savait qu'il y avait un souci. Elle nous a reçus, voilà, tous les deux, etc. le mardi. Je me rappellerai toujours. Le mardi 25 février, voilà, il y a des dates qu'on n'oublie pas. Et donc, voilà, je suis arrivée dans son cabinet. Et donc là, dès qu'elle a ouvert la porte, on a compris. Ouais. Elle était dans un état, je pense qu'elle s'est dit, ok, j'ai fait jouer les statistiques, j'aurais peut-être pas dû, sans parler à sa place, mais... C'est toujours pareil aussi quand même, enfin, je veux dire, probablement que, elle reçoit aussi beaucoup de cas bénins, tu vois. Ah non, mais bien sûr. Ah, mais je pense qu'elle en a pas vu beaucoup, des femmes à 5 mois et demi de grossesse. Ah, mais c'est surtout qu'en fait, sur la grossesse, la temporalité est tellement différente, tu vois. C'est ça. Quand tu parles de 2 semaines hors grossesse, c'est pas la même chose que 2 semaines en grossesse, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que, donc, il y a eu tout ça mélangé parce que moi j'avais cette grossesse qui se développait et j'avais une énorme dualité qui s'installait, sans même encore le vivre pleinement. Je me disais mais si je me regardais dans la glace et j'étais trop heureuse d'être enceinte et je me disais mais si ça se trouve je suis malade. Enfin, c'était fou quoi, c'était complètement fou et même aujourd'hui je réalise pas vraiment encore tout ce qui s'est passé parce qu'en fait j'étais focalisée sur ma grossesse. En plus j'adore être enceinte, je trouve ça beau, j'aime mon corps quand je suis enceinte, etc. Et là, c'était violent, en fait. C'était hyper violent. Voilà. Donc, ce 25 février, on m'a annoncé un cancer du sein de grade 3 avec la carcinome infiltrant. Donc, ça allait vite, en fait. C'était pris tôt, mais c'était un cancer très agressif. Donc, la gynéco m'a dit, dans 1 semaine, vous allez à la Salpêtrière rencontrer le professeur Usan. Le rendez-vous est déjà pris, etc. Et je me revois... rentrer à la maison, bien sûr, être complètement abasourdie, m'allonger sur le lit et essayer en vain d'appeler l'hôpital. Et ils me disent non, on vous recevra que telle heure. J'étais non, mais s'il vous plaît, je veux un rendez-vous, quoi. Et là, tu cherches à te raccrocher. C'est comme si vraiment tu étais en train de tomber. Tu te raccroches à plein de branches. Je me souviens avoir envoyé plein de messages ma tribu. Ouais. J'avais besoin de le dire en fait. Donc moi après j'avais pas le courage d'appeler les gens, c'était impossible de parler. Puis c'est répété encore une fois l'histoire. Ouais. Donc j'envoyais aux gens les plus proches des messages en me disant je m'excuse de t'annoncer ça par message mais je vais avoir besoin de vous. Enfin voilà, j'ai envoyé beaucoup de messages, j'ai eu des appels tout de suite, plein de gens, ma famille, mes copains, et souvent c'est quelque chose d'assez fort. C'est si tu veux, j'ai une copine à qui c'est arrivé et c'est vrai que j'ai eu, dans cette semaine-là qui a suivi les résultats, beaucoup de gens au téléphone, quelques personnes qui m'ont été renvoyées par la copine de la copine de la copine qui a vécu ça, ou etc. Ouais. Alors jamais, malheureusement, de femmes qui avaient vécu la grossesse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en reparlera, mais que depuis, je suis dans une association qui s'appelle Jeunes et Roses, qui, justement, a été fondée par des femmes qui ont eu un cancer du sein enceinte. Et pour sensibiliser vraiment sur la notion de cancer enceinte, mais aussi la notion de cancer très jeune. Il y a de plus en plus de cancers chez des femmes jeunes, malheureusement. Donc, en tout cas, il y a cette volonté de voir des cas similaires et d'échanger. Au début, on est vraiment tellement perdu qu'on a vraiment besoin d'entendre quelqu'un nous dire ça va aller. Et de toute façon, qui d'autre que quelqu'un qui l'a vécu, hein. De toute façon, mais pour toutes les situations, ouais. Je veux dire, tout comme la grossesse, tout comme le fait d'être parent, l'entrepreneuriat, le cancer, tu te raccroches toujours à la du coup, tu te dis, bon, même si c'est un cancer, c'est pas le même, c'est pas ci, c'est pas ça, mais au moins, elle va me parler un peu de ce qui va se passer. Donc, j'ai eu pas mal de gens au téléphone, et puis là, c'est un peu le coup de massue, hein. Donc, je sais même plus trop dans quel état j'étais. Je sais que c'était compliqué, en tout cas ce jour-là, quand ma fille est rentrée de l'école. Il y a ça aussi. Alors mon père était là. Il a pris sa voiture directe, il est venu nous voir tout de suite, etc. C'était un événement compliqué dans notre famille. En plus, j'ai perdu ma mère en 2010, d'un cancer aussi. Donc ça ravivait beaucoup de choses 10 ans après, en plus, en 2020. Donc non, c'était vraiment... c'était un peu paranormal. Donc mon père a débarqué, ma fille se demandait pourquoi mon père était là. Et on lui a
pas caché, mais en même temps, on savait même pas comment expliquer, quoi. Donc, je me rappelle d'une scène où je la voyais avec sa robe de Reine des Neiges, en train de chanter Libéré, délivré, et j'avais les larmes qui coulaient parce que je me disais, waouh, quand même, quoi. C'est vraiment un truc qui est hyper fort de voir cette insouciance. Je pense qu'elle a vu que sa mère était 6 pieds sous terre. On s'est posé pour lui dire qu'il y avait un petit souci, que j'étais malade, mais on n'était pas encore capable à ce moment-là d'expliquer quoi que ce soit. Puis on savait pas, d'ailleurs. Il y a aussi ça. Oui. On savait pas. C'est que le verdict est tombé, mais après, il y a d'autres... En fait, ça va crescendo. Parce que après, j'ai rencontré le professeur qui, du coup... là, on passe en IRM. Moi, j'ai fait IRM mammaire, IRM du corps entier. Pour voir si c'est pas ailleurs. Voilà, parce que j'ai pas d'antécédent de cancer du sein dans ma famille. Ma mère n'est pas décédée de ce type de cancer. Donc, il n'y a pas de lien. Et donc, vraiment, la question, c'était mais d'où ça vient, quoi. J'avais 36 ans, pas d'antécédents, etc. Donc, j'ai même fait le dépistage chromosomique pour savoir si c'était une mutation génétique, ce qui n'est pas le cas. Donc, en fait, après, par contre, j'ai un souvenir où toutes les nouvelles étaient plutôt bonnes. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on retient. Ça ne t'enfonçait pas. Non, c'est-à-dire que l'IRM était bon, ça n'avait pas atteint les ganglions. Une fois que je me suis fait opérer, on m'a dit, en fait, les ganglions sont pas touchés. Donc en fait, les nouvelles, quand on rentre dans ce parcours de soins, ça peut aller de pire en pire ou ça peut aller, entre guillemets, de mieux en mieux. Et moi, j'ai eu la chance que ça aille quand même dans le bon sens. Et qu'on me dise, bon, c'était vraiment pris à temps, les ganglions n'étaient pas atteints, on va pouvoir enlever la tumeur sans vous enlever le sein. C'est quand même des gros sujets, parce que quand on apprend qu'on a un cancer du sein, tout de suite, on se dit, je vais plus avoir de cheveux, je vais plus avoir de sein. Voilà, c'est les premières choses qui viennent, c'est évident. Et il y a eu un petit moment de flottement parce que j'étais enceinte. C'est ça. Il y a ce facteur-là. Donc, quel protocole Il y a eu vraiment ce moment de flottement mais qui n'a pas duré, parce que j'ai été opérée le 19 mars. Donc, tu vois, donc enceinte. J'ai été opérée enceinte et j'ai eu des chimios enceintes. C'est possible, ça. Donc. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je souhaitais prendre la parole sur le sujet parce que c'est vraiment important de le savoir. Parce que quand on m'a dit ça et qu'on m'a dit t'as un cancer du sein, tout de suite on a dit mais ce bébé, qu'est-ce qu'il va devenir ? C'était lui ou moi, en fait. Il y a un peu ça. Ouais. Il y a un peu ça. Et c'est aussi des discussions qu'on a eues avec Laurent, qui lui m'a souvent dit, pour moi, c'était mon fils. Je sais pas comment expliquer. Après, c'est lui qui m'a fait tenir dans ce combat. Et on a combattu ensemble. C'est très, très compliqué à expliquer, et à la fois, c'est très beau. T'es opéré le 19 mars 2020. Ouais, en plein confinement. C'est pas au tout début. Je te raconte pas l'ambiance. Voilà. C'était déjà la salpêtrière était réquisitionnée, tout était transformé en salle Covid. Donc le professeur qui m'a opérée, j'étais opérée dans un sous-sol. Elle me dit d'habitude on n'opère pas du tout là, mais vous inquiétez pas, vous êtes bien pris en charge, etc. Enfin c'était incroyable. J'ai vécu plein de choses en même temps du coup, et j'ai été bien sûr hyper bien prise en charge. Et je me souviens de ce flottement entre donc le 25 février, la rencontre avec ce professeur. Il y avait un flottement entre est-ce qu'on commence par l'opérer et ensuite on fait les chimios, ou est-ce qu'on fait des chimios d'abord pour réduire la tumeur, puis on vous opère, etc. Mais comme j'étais enceinte, il y avait tout un conseil, parce qu'il y avait l'oncologue, il y avait le gynécologue. Bien sûr, mon dossier a basculé à la salpêtrière, donc je n'ai pas accouché au Bluet, j'ai accouché à la salpêtrière. Tout le staff était réuni autour de moi pour faire le meilleur protocole pour mon bébé et pour moi, bien sûr. Et donc là, tout est allé assez vite. Et finalement, elle m'a dit, voilà, le protocole, ça va être celui-là. Vous allez avoir une tumorectomie le 19 mars. Puis, vous allez commencer les chimiothérapies 1 mois après. Waouh. Ok, mais il est dans mon ventre, ce bébé. Donc, ça veut dire que lui aussi a... Oui. Donc, lui, il a fait 2 chimios avec moi. Il en a fait une le 20 avril et puis une 3 semaines plus tard. Et ensuite, mon accouchement était déclenché. En fait, tout était timé. En fait, j'avais un agenda devant moi avec vous allez faire une opération, puis des chimios, puis vous allez accoucher, puis vous allez repartir en chimio. Ouais. Donc là, c'était un peu vertigineux. Mais c'est sûr que ça te change de ce que tu disais sur ta première maternité où tout était naturel, tout était fluide. Rien à voir. Et à la fois, il y a une similitude qui est que je me suis complètement laissée porter, quoi. Ouais. Parce que de toute façon, pas le choix. T'as pas le choix. Et plein de gens me disent mais t'as été trop forte, machin. Mais non, en fait. Enfin, je veux dire, t'as vraiment le choix de faire autrement. T'as pas le choix, quoi. Tu rentres dans un espèce de tunnel, de tsunami géant. Tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir, mais tu y vas. Et je pense que la maternité
par contre, a joué un énorme rôle dans tout ça. Parce que j'étais pas malade, j'étais une maman, quoi, qui allait avoir un enfant. Et d'ailleurs, une de mes grosses angoisses, c'était quand j'allais accoucher. Et qu'il allait plus être là. Étonnamment. De vivre ça seule. Ouais. On en revient à côté, j'ai du mal à être seule. Peut-être. En plus, dans une période où, en plus, j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais tu es obligée d'aller seule à tes j'étais rendez-vous. 100% Tu peux seule. pas être accompagnée. Non, j'ai jamais fait un rendez-vous accompagné, j'ai jamais fait une chimio accompagnée. Et moi, c'est marrant, mais maintenant, je participe à des groupes de parole, justement, dans cette association généreuse ou autre. Et des femmes ont vécu ça en 2018, ou même maintenant, ça commence à se réouvrir pas mal. Dire, en chimio, j'avais toujours ma meilleure amie, ou j'avais ma sœur, mais moi, j'ai fait tout toute seule, quoi. Après, c'était ma bulle à moi, en fait. Mais le truc, c'est que, on en reparlera certainement après, c'est l'après qui a été difficile, parce que personne n'a réalisé vraiment ce que j'avais traversé. Oui, parce que personne l'a vu. Personne l'a vu du tout. Et j'ai plein de moments à raconter. J'avais un taxi qui m'emmenait tous les matins, parce qu'après, j'ai fait aussi beaucoup de rayons, qui m'emmenait. Et donc, c'était Voilà, il me connaissait, du coup. On papotait tous les matins. J'ai plein de petites anecdotes comme ça, mais qui appartiennent qu'à moi, finalement. Et c'est peut-être ça qui m'a aussi appris à affronter les choses plus seule. Et je sais pas, avec du recul, si ça m'aurait plu de partager tout ça aussi. Je sais pas. En tout cas, je l'ai partagé avec mon fils au début. Et pour revenir à ça, je le disais, je le verbalisais, je disais, j'ai pas envie qu'il s'en aille, quoi, qu'il soit plus avec moi. Et j'appréhendais énormément la chimio après ma grossesse. Ouais. Alors par contre, la première chimio, quand t'arrives avec ton ventre énorme, c'est quand même assez bizarre. Ouais, j'imagine. Ouais, j'étais dans la salle d'attente, il y avait un monsieur en face de moi. Bon, forcément, ils te regardent tous avec un peu de compassion, un mélange. Parce que vous êtes tous là pour la même chose. Oui, pour le coup, on est tous là pour la même chose. Les infirmières sont géniales, elles ont toujours la pêche, etc. Mais quand même, c'est quelque chose qui est assez lourd. Après, ils sont aux petits soins aussi parce que t'es enceinte, donc c'est sympa. Et puis, voilà, donc j'ai fait 2 chimios. Après, mon accouchement a été déclenché le 1er juin. Donc Gaston est arrivé le 2 juin. Voilà. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était un superbe accouchement. Et on en garde un excellent souvenir. C'était une bulle au milieu de tout ce capharnaüm aussi, je pense. C'était hyper beau. J'appréhendais beaucoup parce qu'au début, j'étais très en colère quand j'ai appris mon cancer. Qu'on me vole tout ça, en fait. Parce que j'ai eu des difficultés à avoir mon 2e enfant. Parce que j'avais peut-être envie d'en avoir 3. On va revenir à tous les sujets, mais en fait, j'avais beaucoup de colère par rapport à ça. J'avais pas forcément de doute sur le fait que j'allais pas combattre cette maladie, mais par contre, je me disais, mais c'est pas possible, en fait. J'ai pas choisi à 38 ans de plus avoir d'enfants. J'ai pas choisi à 38 ans de mener une grossesse comme celle-là, de perdre mes cheveux, de tout ça. Et ça, c'était vraiment dur pour moi, de perdre ma liberté de choix, en fait. Et du coup, je me suis d'ailleurs assez battue sur... Et sinon, en fait, comment ça se passe si je veux encore un autre enfant ? Et c'était, en fait, pas du tout un sujet. Ouais. Je me suis même fait un peu envoyer bouler, mais j'ai tenu. Ouais. Mais surtout que quand on est confronté à ce type de maladie, c'est vrai qu'il y a vraiment le step by step, quoi. Ouais. Genre, non, mais te projette pas beaucoup, mais c'est dur aussi. Toi de survivre. Ouais, mais c'est un peu bizarre aussi. Ouais. Et ça, c'était hyper dur. C'était hyper dur parce que moi, j'étais déjà dans... et après. C'était une étape pour toi. C'était pas possible que ça se finisse autrement que... Alors forcément, il y a des moments où tu te dis et si et si ça se passe mal, et si je meurs, on va pas se mentir, forcément. Le mot cancer. Cette ambivalence aussi entre la vie et la mort. Ouais, quoi. ça c'est hyper fort. Ça c'est hyper fort parce que tu te dis je donne la vie et peut-être que moi je serai plus là. Et ça vraiment c'est un truc très fort qui je pense a quand même changé un peu ma maternité aussi après, forcément. Parce que moi, je regarde mes enfants, même encore aujourd'hui, parfois en me disant et si jamais je les vois pas grandir, vraiment. Mais ça, c'est un truc qui est difficile à comprendre, je pense, quand t'as pas traversé ce genre d'étape. Mais oui, je l'assimile à une étape de vie, effectivement, qui du coup a balayé plein de choses, mais a aussi rendu plein de choses plus belles. Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui m'apitoie sur mon sort et qui est fataliste. Donc voilà, je me dis, voilà, c'est une étape qu'on a surmontée. Je dis on parce que c'est toute ma famille. Enfin voilà, c'est moi, mais c'est aussi tout mon entourage. J'étais hyper drivée. Et en même temps, j'étais hyper drivée et on était très seuls. À distance, quoi. Parce que c'était le Covid. Ouais. On se rappelle quand même que là, je pouvais même pas trouver un coiffeur pour me couper les cheveux. C'est ma sœur qui m'a coupé les cheveux. C'est des moments, alors maintenant avec du recul, c'est des moments très forts dans les étapes. Mais je me souviens d'une copine qui cherchait une coiffeuse à domicile. On avait quasiment trouvé.
Et la coiffeuse me dit, mais avec le Covid, je crois que je ne peux même pas venir. C'était catastrophique. Et je me retrouvais vraiment en mode, mais à un moment, je ne connaissais pas encore trop le Covid, comment ça marchait. C'est ça. Tout ça. Moi, j'avais au mois d'avril, juste avant, je crois, mais ma première chimio, je pense le poids de tout ça, j'avais le dos complètement bloqué, je ne pouvais plus marcher. J'ai pas pu avoir un ostéo pour venir me soigner quand même. Enfin, c'est quand même des événements qui sont importants à souligner, tu vois. Et puis, l'entourage, il a beau fait tout ce qu'il pouvait par texto, etc. Mine de rien, ils n'étaient pas là, quoi. Ouais, puis même par rapport à ton premier enfant, aussi te soulager, pourquoi pas dans des gardes d'enfants, voilà. Ce genre de choses, tu vois. Exactement. Alors là, c'est ma sœur qui vraiment a toujours été très très présente. Elle habite pas loin en plus et puis c'est celle qui nous a vraiment le plus aidé dans toute cette étape de vie et encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que non, les parents, ils avaient peur du Covid. Les grands-parents, voilà, ils sont loin, ils sont pour une partie dans le Gers et l'autre à Pornic. Et il y a quand même ce repli sur soi qui est arrivé. Et moi, j'étais aussi un peu en colère à cause du Covid. Hein. On va pas se mentir, moi j'étais là, enfin les gars, arrêtez de me parler du Covid, j'ai un cancer, quoi. Et ça m'a un peu mise en colère et ça a créé peut-être même des conflits avec certaines personnes qui étaient tout le temps en train de se dire et tu te rends compte quand même, le Covid, ouais, enfin moi je m'en fous du Covid. Enfin, il y avait un peu ça. Et j'avais même pas peur de l'attraper, je m'en foutais. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Ça faisait pas partie de ta réalité, quoi. Ouais, c'est-à-dire que t'avais quelque chose. Ça l'était parce qu'on avait notre fille, parce qu'il n'y avait pas d'école, parce que je voyais pas les gens. Mais t'avais un truc au-dessus, tu vois. Ouais. Tandis que, pour avoir vécu cette expérience de Covid, de dire, en fait, nous, notre seul problème, c'était que de pas sortir, qu'il y ait le Covid. Et c'est ça. Faire attention quand tu fais tes courses. Moi, j'étais tellement sur une autre planète, en fait. Je partais, d'ailleurs, même je sortais, puisque j'allais à l'hôpital. J'ai vécu Paris complètement vide. Je suis arrivée le 19 mars dans un hôpital complètement vide. Enfin, c'était fou, quoi. J'ai vécu... Et à la fois, c'était... Je sais pas si j'aurais vécu mon cancer de la même manière. C'était une autre période, on le saura jamais. On saura jamais, ouais. Par contre, le seul truc assez bénéfique quand même, c'est que j'étais pas entourée malheureusement par les amis ou la famille plus éloignée. Mais par contre, Laurent était là H24, Madeleine était avec moi tout le temps. Et on a, quoi qu'on dise, tous extrêmement ralenti notre vie. Qui est là a aussi complètement ralenti. Alors ça, c'était plutôt inquiétant aussi. Mais mine de rien, je portais un peu moins le côté mon associé, il va tout gérer tout seul. Bon, au final, il a géré... à fond, parce que le Covid n'a pas eu un impact négatif sur la marque. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, chouette, ouais. Au milieu de tout ce chaos. Mais par contre, lui, il a porté la boîte assez seul pendant plus de 6 mois, 8 mois. Allait faire les colis dans l'entrepôt, les équipes qu'on ne pouvait pas faire venir. C'était une période hyper particulière. Et à l'époque, on avait encore des bureaux à Paris. Moi, j'avais une équipe avec moi. On était 4 à Paris. Et le reste à côté de Nantes, à Trélières. Avec mon histoire, plus le Covid, plus la visibilité qui était de moins en moins éloignée, on s'est dit, on ferme le bureau à Paris. On était obligés, en fait, financièrement. Les banquiers nous disaient, en fait, là, vous êtes trop nombreux vis-à-vis de la structure que vous avez. Donc ça, c'est pareil. C'est pas évident de faire des choix, de licencier des gens. Enfin, c'est lourd. Et je l'ai fait de loin, mais je l'ai fait quand même. Donc, comme tu disais aussi sur la maternité, mais même dans mon cancer, j'ai continué à travailler. J'étais en arrêt maladie, bien entendu, mais la Sécu s'y retrouvait pas du tout parce que j'étais en arrêt maladie. Puis j'ai basculé en congé maternité. Puis après, je suis revenue à congé maladie. Mais vous êtes Mais madame, oui, mais j'ai pas arrêté d'être malade, malheureusement. Donc, c'était un peu le bazar. Et puis, même pour moi, dans ma tête, je lâchais aussi un vrai bébé qui est ma boîte. Je laissais mon associé un peu tout seul. Enfin, c'était pas simple. Donc, il y a eu aussi beaucoup de questions autour du retour au travail. Comment reprendre ma place dans une boîte où j'ai pas été pendant quelques mois. Ça fait beaucoup de sujets en même temps. Ouais, ça fait beaucoup. On va revenir, moi, tout m'intéresse, ceci dit, mais sur la naissance de ton fils, oui. Son arrivée dans ce chaos-là, comment tu le vis, toi, ça ? Moi, je le vis comme un énorme cadeau. Surtout que Gaston, notre petit lion, moi j'aime bien dire ça, il s'est battu comme un lion et il est né, il faisait 4,1 kg.
alors que tout le Belle monde bête. voilà, alors que tout le monde disait bon les entre guillemets les... Avant terme en plus qu'il a été Oui, déclenché. non, mais il aurait fait 4 kilos 5 ou 6, hein, donc c'était pas une mauvaise Ouais, chose. ouais. Mais donc ce petit Gaston qui n'était pas du tout un petit Gaston, c'était juste le bébé parfait. En fait, c'était l'archétype du bébé en bonne santé, un peu comme pour me dire, tu vois, Il y a la c'était vie, trop quoi. beau. Il était tout blond, les yeux bleus, tout potelé, vraiment le bébé Des pubs, quoi. des pubs, mais vraiment. Et hyper calme. Après, comme on l'a un peu forcé à sortir et qu'il n'avait pas vraiment décidé de sortir, les 3-4 premiers jours, il avait du mal à manger, etc. Mais rien de grave, tu Oui, vois. et puis avec un poids comme ça, c'est moins Voilà, grave. c'est ça. Voilà. Tu as pu l'allaiter? Mais j'ai pas pu allaiter. Et donc, dans les fameux sujets où j'étais en colère, il y avait aussi celui-là. Il y avait aussi celui-là parce que Madeleine, je l'ai pas allaité longtemps du tout. Je l'ai allaité peut-être 2 mois et demi. Parce que moi, je m'étais dit, oh non, en bonne femme hyperactive, je m'étais dit, non, c'est bon, je vais pas non plus tirer mon lait, faut pas exagérer non plus. Maintenant, avec du recul, je pense que j'aurais peut-être fait différemment. Et puis, je sais pas pourquoi, on m'avait mis en tête qu'il fallait les sevrer très tôt, parce que ça posait souvent problème, le passage au biberon, etc. Donc, en fait, je l'ai sevré presque à un mois et demi, 2 mois. J'ai commencé parce qu'on m'a fait peur avec ce sujet-là. Alors qu'en fait, elle passait du biberon au sein sans aucun problème. J'aurais pu... Après, je pense que très sincèrement, je n'avais pas beaucoup de lait. Donc, de toute façon, ça se serait fait assez naturellement. Mais toujours est-il que je me suis toujours dit, pour mon 2e enfant, j'allaiterais plus longtemps. Et ben voilà, raté. Mais voilà, j'étais en colère au début. Et puis, je me suis dit, c'est tellement secondaire, tout ça. Et puis, on a aussi beaucoup discuté. Et Laurent me disait, mais... Ce qui est bien aussi, c'est que je vais pouvoir t'aider. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Il a énormément aidé. Et puis surtout, l'allaitement, on va pas se le cacher quand même, c'est quelque chose de fatigant. C'est ça. C'est voilà. quelque chose qui demande beaucoup d'énergie de la part de la maman. Et toi, tu avais déjà ton énergie concentrée sur quelque chose. Donc, le fait qu'il puisse... ne serait-ce que toi, que tu puisses aller à ta rendez-vous aussi sans te poser la question, en fait, de se dire, c'est bon, il pourra lui le nourrir. Il ira bien. Ouais. Non. Donc, le biberon s'est fait assez naturellement. Pas par choix, mais finalement dans notre quotidien, puis Madeleine lui donnait, enfin ça c'est finalement il y a eu quelque chose de joli autour de ça. Et puis surtout Laurent s'en occupait beaucoup plus qu'il ne s'était occupé de Madeleine dans ses premières semaines, forcément. Encore que moi, l'allaitement, comme je l'avais fait, était un allaitement un peu tu manges toutes les 3-4 heures. Ouais. Pareil, c'était un gros bébé et c'était pas rare qu'il la change même en pleine nuit. Enfin, on était très connectés, voilà. Ouais, mais comme tu dis, vous avez vite repris vos vies aussi hyper actives, alors que là, c'était dans un contexte où, de toute façon, il n'y avait pas d'activité à l'extérieur. C'est ça. Donc non, on était focus sur lui, sur notre cellule familiale. Moi, j'allais faire mes traitements. Voilà, après, le temps passait vite. Et puis, on a eu la chance de passer 2 mois au bord de la mer. Ça a vraiment rendu, on va dire, cet événement plus doux. J'ai ma tante qui nous a prêté sa maison, donc on était en plus vraiment génial, dans une super maison tous les 4 avec plein de copains qui gravitaient autour mais sans que je me fatigue trop, et du coup j'allais faire mes chimios à Saint-Nazaire, j'avais obtenu l'autorisation, donc je partais 1 fois par semaine avec mon petit taxi, je revenais et je me baignais, j'étais avec mes enfants, j'étais avec les copains, on allait tardivement à la plage, enfin, du coup ça, voilà, c'était moins difficile à vivre, on va dire, et donc on a eu un été à peu près normal. Mais donc c'est vrai que ce petit Gaston, sa naissance, ça a été vraiment très émouvant. Et contrairement à Madeleine, du coup, le Covid faisait qu'il n'y avait pas de visite. Il n'y avait pas de visite, mais non seulement il n'y avait pas de visite, mais aussi Laurent venait que 2 ou 3 heures, je crois, l'après-midi. Ah oui. Ouais. Et donc, j'étais vraiment en tête à tête avec mon bébé. Et en même temps, c'était tellement chouette. C'était chouette. Après, comme j'avais une fille aînée, j'avais quand même envie de rentrer. T'avais un manque. Ouais. Mais là, j'avais cette petite parenthèse pour moi où je m'occupais que de mon bébé. Je me rappelle, je le regardais des heures dans son berceau. Puis te rendre compte aussi, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas envie qu'il s'en aille de toi, en fait. Et c'était peut-être aussi l'occasion d'être tous les deux et de faire cette transition vers la séparation. Ouais, du coup, on avait vraiment cette transition à faire. Et je me souviens, je crois qu'il est né le 2 et j'avais une chimio qui était prévue, genre le 9 ou le 10. Ah oui. Ouais. Et ça a été un vrai sujet. Je pleurais en me disant, c'est pas possible. Parce que je suis rentrée à la maison assez tardivement. Et en fait, je sais plus exactement, mais genre, je rentrais le samedi et ma chimio était le lundi, par exemple. Ah oui. Je sais plus. Et j'avais appelé l'oncologue en disant, est-ce qu'on peut juste la décaler au mercredi ? Enfin, juste laissez-moi 2 jours à la maison, retrouver ma fille.
prendre nos marques, etc. Et parce que j'appréhendais vraiment cette chimio-là, en fait. Le fait de Elle partir. était plus forte. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ont changé de chimio parce que tu avais accouché? Non, alors j'ai eu 3 chimios d'une typologie de chimiothérapie qui s'appelle l'EC. Et donc j'en ai eu 2 avant Gaston, 1 après. Et ça, c'est des chimios qui se font toutes les 3 semaines. Et après, en juillet-août, j'avais des chimios toutes les semaines. Et c'est le Taxol. Apparemment, c'est moins violent que l'EC. Donc étonnamment, j'ai eu le produit le plus fort avec des sons. Mais peut-être que je dis une erreur. Franchement, c'est possible. Après, j'imagine de toute façon qu'il y a des tests en amont. Hein, ils font pas n'importe quoi. Oui, non, mais voilà. Mais après, moi, j'ai été très. Je fais confiance en fait. Je veux pas trop savoir. Je veux pas trop me renseigner. Ouais. J'ai un peu fait l'autruche, je pense. Même typiquement, j'entends souvent des interviews de femmes qui ont eu des cancers et tout ça, qui vont te dire exactement la typologie et tout. Je saurais même pas te dire. Et j'ai pas voulu. Et je sais qu'on en reparle des fois. Et Laurent me dit, moi, j'ai regardé. Moi, j'ai regardé en off. Et bien sûr que j'ai pris conscience de plein de choses. Mais je crois que c'est pas plus mal, en fait. Ouais. C'est pas plus mal parce que chacun son rôle, presque. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai pas trop regardé. Je crois que j'ai même regardé. J'ai eu une autre petite opération en septembre, après mes chimios. C'était un peu une opération de contrôle pour voir où en était la zone tumorale, en fait, autour, parce qu'il peut toujours rester un petit peu d'éléments malades. Et donc, ils sont obligés d'opérer. Donc, j'ai été réopérée en septembre. Et là, le résultat était très bon. Il n'y avait plus rien. Du coup, j'ai eu le compte-rendu de cette opération. Et là, j'ai regardé un peu plus ce que ça voulait dire, grade 3, ceci, cela. Et là, j'ai dit à Laurent, mais en fait, c'était super agressif ce que j'ai eu. Il m'a dit, bah oui, pourquoi tu crois que tout est allé aussi vite? Et voilà, je pense qu'il y a des choses que j'ai pas trop voulu comprendre. Je suis un peu comme ça déjà de base dans ma nature. Je suis oui, ça, je te fais confiance. Chacun son rôle. Mais là, encore plus. Alors parfois, ça peut me porter préjudice parce que je suis un peu détachée des choses. Mais là, dans ce cadre-là, je pense que ça m'a peut-être un peu aidé à pas trop dramatiser et tout. Et à foncer, quoi. Et surtout, voilà, on me soignait, on me mettait tel produit. De toute façon, j'avais pas de remise en question à avoir. Ah, c'est ça. Voilà. Du coup, les traitements, ils ont continué combien de temps après ? Quand est-ce que ça s'est arrêté ? Quand est-ce qu'on t'a dit J'ai commencé le 19 mars avec cette opération. Ensuite, il y a eu toutes les chimios tout l'été. Cette opération en septembre qu'ils appellent une reprise des berges, vraiment pour vérifier. Et après, cicatrisation et radiothérapie pendant 2 mois. Ouais. J'ai eu la totale. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était un vrai sujet parce que je me souviens En fait, j'avais plutôt des bonnes nouvelles. C'est genre, les ganglions sont pas atteints. Il n'y a pas de problème génétique, machin. Et j'étais là, mais pourquoi j'ai un traitement de cheval comme ça ? Ouais. Et c'est là où je pense qu'il y avait quelque chose que j'avais pas trop réalisé, c'était le niveau d'agressivité, en fait, je pense. Donc voilà. Et puis surtout, comme j'étais très jeune, ils m'ont dit, en fait, il faut pas que ça revienne. Et en fait, on me faisait tout ce traitement-là, pas forcément pour éradier cette tumeur-là, mais surtout pour éviter la récidive. Donc on m'a dit, voilà, vous allez faire tout ça et puis après, vous serez tranquille. C'était un peu ça le discours, même si c'est jamais dit comme ça par les médecins. Mais donc après, voilà, septembre, et puis j'ai fait des chimios, des rayons en novembre et décembre. Et j'ai terminé pour Noël, quoi. Donc ça a duré 9 mois, en fait. Ah, c'est intéressant. 9 mois de mars à décembre. Ouais. Et après, là, c'est un autre sujet qui rentre en jeu. Puisqu'il y a le fameux c'est génial, c'est fini, c'est derrière toi, t'es soigné, t'es guéri, mais c'est pas vrai. Parce que là, j'ai 5 ans d'hormonothérapie. Comme j'avais un cancer hormonodépendant, je prends des médicaments. Et puis, quoi qu'on dise, on est loin d'être soigné. On a vécu un truc tellement fort. C'est que t'as la fin des soins, mais t'as la réparation du trauma. Voilà, exactement. Le trauma, la reconstruction. Et puis, moi, j'ai pas la reconstruction mammaire, mais c'est une reconstruction globale, vraiment complète. Et puis, on sort pas indemne d'un événement comme ça. On n'est plus la même. Moi, je pense clairement, je suis plus la même. Fondamentalement, j'ai pas changé, mais je pense que j'ai pas mal de choses en moi qui sont bouleversées et que je travaille pour comprendre, etc. Après, ça rend les choses intéressantes aussi, mais c'est vrai que j'avoue que le janvier, février, mars, là, ça a été vraiment la descente. On m'avait prévenu, on m'avait déjà dit l'après, c'est vraiment un vrai sujet. La psychologue c'est plus psychologique, en fait, c'est ça. La psychologue de l'hôpital. Oui, puis en fait, pour le coup, on n'est plus du tout épaulé. Et puis, on reçoit que des messages pour dire c'est génial, bravo, t'as été trop forte, c'est fini. Et toi, tu te retrouves là et tu dis mais pas du tout. Vous avez rien compris.
il y a un peu une nouvelle étape de colère qui revient aussi. Pour dire, t'as un peu envie de dire, mais vous avez rien compris à ce qui m'est arrivé, en fait. Enfin, c'est un peu bizarre. T'es un peu dans un truc où tu cherches à tout prix à faire comprendre aux autres, mais en même temps, toi-même, t'as envie que ce soit derrière toi. Et donc, t'as cette dualité aussi où tu t'as envie de plus en parler et t'as encore plus envie d'en parler qu'avant, quoi. C'est très bizarre. Et donc là, moi, j'étais un peu... je reprenais le boulot, mais sans conviction. C'était pas simple. Et j'avais dit à mon associé, là, je suis tellement paumée que ce que je te propose, c'est qu'on fasse appel à un coach. Donc, on a fait appel à un coach professionnel qui a commencé les séances en février. Clairement, ça m'a aussi aidé d'un point de vue perso. Ouais. Hein. C'était vraiment top. On ne travaille jamais qu'un seul aspect de notre vie. Hein. Exactement. Donc là, on a fait vraiment toute une première partie qui était plus liée vraiment aux associés pour se reconnecter, tout simplement. Enfin, je veux dire, avec tout ce qui nous est arrivé, on avait traversé des étapes tellement fortes personnellement, mais aussi professionnellement, que là, il fallait refaire un peu un... Ah, puis comme tu disais, tu avais changé aussi, donc pour lui. Je savais même plus, moi. Il avait créé une boîte avec quelqu'un et aujourd'hui, exactement. Plus la même personne. Mais d'ailleurs, il me dit des fois qu'il a plus la même associée. Et c'est vrai, enfin, clairement. Donc après, en février, on a commencé ce programme-là, plutôt pour essayer de rééquilibrer les rôles de chacun, de redonner de la vision à chacun. Et puis même finalement de faire un travail de fond, de se dire mais pourquoi on a monté cette boîte il y a 10 ans ? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ? Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce qu'on continue ? Comment ? Et c'était vachement bien. Et puis à la fin de cette première étape, on va dire, le coach m'a dit par contre, quand est-ce que tu t'arrêtes vraiment ? Et donc il m'a donné un peu un ultimatum en me disant mais arrête-toi 2 mois et donne les clés, donne-les vraiment à David. Parce qu'il y avait un espèce d'entre-deux aussi où moi j'étais pas très claire sur je suis là, je suis plus là, les équipes savaient pas trop, David savait pas trop. Il me dit mais moi je veux pas te mettre la pression, mais pendant que je faisais mes rayons, il m'envoyait des messages pour me dire quand est-ce que tu reprends. Moi j'étais là mais il me saoule en fait. Mais je pense que ça a été, je l'ai compris qu'après, c'est que lui il me disait mais Anne-Charlotte tu peux même prendre 6 mois encore s'il faut, mais il faut qu'on sache pour s'organiser, pour peut-être mettre les bonnes ressources, etc. etc. Et moi j'étais un peu pas franche tu vois, mais parce que j'étais moi-même complètement perdue. Donc là, le coach a dit, voilà, fais-toi une vraie pause et donne les clés pour de vrai. Et c'est ce que j'ai fait en mars-avril. Bon, sauf que ça avait reconfiné, je crois, à ce moment-là. Ouais, donc, en fait, j'ai jamais eu vraiment de temps pour moi. Oui, parce qu'en fait, on rappelle que tu avais quand même 2 enfants en bas âge. Donc, on est parti 1 semaine ou 2 chez mes beaux-parents. Mais enfin, voilà, du coup... Et là, vraiment, je me souviens de me dire, mais il faut vraiment que je trouve un truc là qui me redonne un nouvel élan, etc. Et j'avais entendu parler d'un trek dans le désert qui était organisé que pour des femmes. Et c'était un trek solidaire pour le cancer du sein, organisé par Desert Tour et donc avec les partenaires Ruban Rose, etc. Et en fait, j'en avais parlé rapidement à ma sœur et puis à une de mes meilleures amies qui est la marraine de ma fille. Et puis, je sais plus, il y a une combinaison qui s'est faite où elles sont revenues vers moi. Et en fait, c'est une amie de Perrine qui le faisait, qui nous a parlé de ce trek, voilà. Et moi, c'était resté dans un coin de ma tête. Et un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais il faudrait qu'on le fasse, en fait, ce truc. Et c'était en octobre. Et elle me dit, ouais, ça va être chaud, mais franchement, pourquoi pas, j'en parle à mon mari ce soir, etc. Et puis, je relance ma sœur, et puis il y avait un webinaire pour nous présenter le trek. Bah, forcément, quand tu regardes ce genre de truc, après t'as envie d'y aller. J'y vais. Et là, en fait, je me souviens très bien, Perrine, elle me dit, je te rappelle dans 2-3 jours. Et en fait, 2 heures après, elle m'appelle, elle me fait, il faut qu'on le fasse. Ouais. Il faut qu'on le fasse pour toi, il faut qu'on le fasse pour nous. C'est maintenant ou jamais. Ma sœur est toujours hyper moteur sur ce genre de truc. Elle a dit c'est parti, on s'inscrit, on monte une asso, etc. Et en fait, cet événement n'est pas anodin parce qu'il a vraiment été un nouveau point de départ. En fait. Et ça a été un projet qui m'a reboosté à fond, qui était un projet que pour moi, qui était un projet de femme, qui était un projet avec des valeurs... que j'avais envie de porter et qui était comme un peu un aboutissement et un nouveau départ, quoi. Et en plus, le faire avec ma sœur et Perrine, c'était vraiment hyper beau. On a rencontré des femmes extraordinaires, etc. Et j'ai rencontré cette association Jeune et Rose là-bas qui, du coup, faisait de la prévention, expliquait le dépistage aux plus jeunes femmes, etc. Et puis, j'ai trouvé ça génial parce que finalement, moi, j'étais très seule, comme on se l'est dit. Et je me suis dit, maintenant que tout ça est derrière moi, ou en tout cas en train de l'être, j'ai aussi envie d'aider celles qui vont peut-être traverser ça ou qui traversent ça, parce que j'aurais bien aimé avoir des gens à qui me confier et qui ont traversé la même chose que moi, surtout, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à
me renseigner sur cette association et me dire, voilà, devenir ambassadrice, ça a du sens pour continuer et rendre un peu positif tout ça, quoi. Donc, voilà, donc il y a eu ce trek au mois d'octobre et la reprise du boulot intensément en septembre, on va dire. Avant, en même temps, j'ai arrêté mars-avril, du coup, je disais. Puis en mai, j'ai commencé à redessiner plein de collections. Mai, juin, juillet, j'étais encore à fond. Après, j'ai du mal à faire à moitié. Donc, du coup, mai, juin, juillet, ouais, j'avais repris à fond. Après, en août, j'ai pris des vacances. Puis en septembre, j'ai vraiment repris ma place au sein de Qui est là. Et c'est chouette parce que du coup, je travaille différemment, je pense. Et on travaille différemment. Et voilà. On a une équipe super. On a une équipe quasiment 100% féminine, à part David. Et voilà, elles sont toutes géniales. Et ouais, toutes hyper investies. Et puis surtout, elles connaissent leur métier mieux que nous. Et c'est ça qui est génial. Toujours s'entourer de personnes qui font les choses mieux que nous. C'est ça. C'est un vrai conseil, ça. Ouais. Ah bah oui, Ouais. Exactement. Et dans ton socle familial, tous les 4, cette épreuve-là, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça a redessiné un petit peu les places? Est-ce que ça a soudé ou au contraire, est-ce que ça a éloigné? C'est pas facile comme sujet. Encore aujourd'hui, c'est une question entière. Je dirais qu'il y a du bon et du moins bon. La première chose quand j'ai appris que j'étais malade, c'est que je me suis dit la maladie, ça détruit les couples et les familles. Et ça, c'est un truc qui me faisait hyper peur. Pour l'avoir vécu en plus de près, parce que j'ai toujours eu des parents malades. Mon père était malade quand j'étais assez jeune. Ma maman aussi, elle en est même décédée. Donc la maladie, je sais à quel point c'est destructeur dans une cellule familiale. Donc le premier truc qui m'est venu, c'est de me dire ça, c'est pas possible que ma famille aussi maintenant vive ça. Donc après, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi avec la psychologue, etc. C'est de se dire c'est pas une fatalité, c'est pas un renouveau à chaque fois. Hein. Donc voilà. Mais on va pas se mentir, c'est vraiment pas évident parce qu'on a une personne dans la famille qui change forcément, qui l'accepte pas forcément tout le temps. Et puis Laurent, il faisait pilier. Mais jusqu'où, enfin voilà, au point de s'oublier aussi un peu. Ça, c'est que, et puis on en a parlé, mais période quand même où lui, il a fait énormément de sacrifices, mais par la force des choses, mais il était à la maison tout le temps, donc il voyait plus ses collègues. Donc lui, son équilibre, c'est aussi d'aller avec ses collègues la journée, de ne pas être H24 ensemble. Donc ça se reconstruit petit à petit, mais ça fait partie pour moi, ça fait partie aussi de la reconstruction, tout ça. Et puis une petite fille qui maintenant a 5 ans, qui en avait 3 à ce moment-là. C'est pareil, c'est des vraies questions aujourd'hui, de se dire qu'est-ce qu'elle a compris. T'as su lui expliquer finalement? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi aujourd'hui. Je m'en veux un peu je pense qu'on lui a mal expliqué. Après, on saura jamais. Vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens. Mais en tout cas, en gros, on a été beaucoup dans la métaphore. On m'avait dit de faire ça. Donc j'avais acheté un livre. Ma maman est un pirate. Tu vois, enfin voilà, elle a un crabe, etc. On emploie beaucoup ça dans. Ouais. On dit souvent que c'est un crabe. Et finalement, on pense que ça n'a pas forcément été très bien compris ni bien perçu. C'est un peu comme les histoires de religion et les histoires, tu vois, il y a un âge où ils sont capables de comprendre les métaphores et les choses comme ça qui sont pas palpables. Elle était trop petite. Et tu vois, l'été où j'étais en chimio, etc., un jour, elle était avec mon père sur la plage et mon père me dit mais c'est trop bizarre, elle avait peur des crabes et tout. Et je dis et là j'ai fait le lien et puis on en a reparlé et c'est vrai qu'on en parle souvent avec Laurent, on se dit on n'a pas utilisé les bons mots, etc. Donc on l'avait emmené voir quelqu'un l'année dernière, il y a 1 an et demi, parce qu'on trouvait aussi elle avait pleuré à l'école en disant que sa maman avait un bobo dans le sein, etc. Et bon, la psychologue nous avait dit non mais il faut juste remettre un peu d'ordre et puis employer les bons mots, donc voilà, mais c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est assez furtif. Elle va dire maintenant, là, à l'âge qu'elle a, elle est un peu obnubilée par la mort, par contre. Je pense que c'est un chemin classique. Bon, c'est assez classique, été confrontée aussi, mais c'est vrai que voilà, encore récemment, je crois qu'il y a 2 jours, elle me dit mais toi, maman, comme t'es plus vieille que tata, tu vas mourir avant elle? Oui. Moi, je te rassure, les enfants qui sont pas confrontés au cancer posent ce genre de questions. Ouais, voilà. Mais après, je lui dis, ça t'inquiète que maman elle meurt? Elle m'a dit oui. Et je lui dis, mais maman, elle va bien. Tu sais, c'est derrière nous, etc. Parce qu'on en parle quand même, mais furtivement. Et elle a des moments, voilà, comme ça, où elle verbalise le fait qu'elle a peur que je sois plus là. Et du coup, son comportement avec moi aussi, c'est compliqué. Parce que les enfants sont très maman. Voilà, quand même ça, on va pas se mentir.
Mais elle, c'est vraiment... c'est... Parfois, je sors de la pièce, c'est comme si j'allais pas revenir, quoi. Et donc ça, il y a quand même un petit truc Ouais, je pense qu'il y a un peu à bosser. un trauma quand même Ouais, là-dessus, oui, à ce complètement. niveau-là. Ouais, carrément. Complètement. Alors, avec son frère, pas du tout, mais avec moi... C'est pas pareil. Enfin, tu vois. Et Il y a d'autres choses, j'imagine aussi. Oui, avec son mais par frère, contre, parfois, elle me dit j'ai peur pour Gaston, je suis inquiète pour lui. Donc, je lui dis mais pourquoi Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui se jouent dans ce petit être qui a que 5 ans. Il y a des livres sympas sur la mort, je sais pas si tu en as, mais il y a des livres, parce que pour avoir travaillé un peu ce sujet à la maison, il y a des livres vraiment très cool sur la mort qui expliquent concrètement ce que c'est, à hauteur d'enfant et sans métaphore. Ah, ça c'est peut-être... Et c'est un livre, m'intéresse. une collection Mes petits pourquoi, qui s'appelle La mort. Bon, alors le personnage principal s'appelle Alice, bon, on choisit pas. Et en fait, c'est un livre, c'est le grand-père, le papy de Alice, la petite fille, qui meurt. Oui. Et en fait, ça explique les émotions que la maman d'Alice qui a perdu son papa ressent, les émotions de son oncle, les émotions de son père, ses émotions à elle, les différentes façons de traiter la mort selon les religions. Enfin, c'est hyper bien fait parce que ça utilise des mots précis et il y a un passage justement sur la peur de l'enfant une fois qu'elle a été confrontée à la mort, de la peur de perdre ses parents. Et vraiment, il est très bien fait et il rassure vachement. Ouais, parce qu'en plus, Madeleine, elle me parle aussi de ma mère, parce que ça n'a jamais été un tabou. On lui dit que sa mamie, elle est au ciel, etc. Donc, il y a plein de choses qui se télescopent. Après, il y a aussi le fait qu'elle ait son âge et qu'à cet âge-là, c'est des questions qui se posent. Donc, il faut faire attention à faire la part des choses, justement, entre est-ce que c'est notre histoire ou est-ce que... C'est ça. Mais ce livre, il est vraiment bien, justement, pour mettre un pas de côté, si tu veux, et pas travailler... et pas parler de ce sujet-là avec des émotions qui seraient personnelles, de la douleur d'avoir connu la mort, ou de l'avoir vu de près aussi. C'est vraiment moi j'adore ce support parce qu'il permet vraiment d'avoir quelque chose de très rationnel et un point d'échange avec entre le parent et l'enfant et sans les émotions, quoi. Ah ben, ça m'intéresse vraiment. Mais voilà, après c'est vrai que c'est une épreuve. Je pense que le couple n'est plus pareil, la famille n'est plus pareille. En plus, il y a eu l'arrivée d'un deuxième enfant aussi. Et c'est pas rien non plus. On en parlait, nous, avant, on vivait notre vie, on la mettait un peu sous le bras. Et là, c'est pas pareil quand même. Hein. Même si Gaston est hyper facile, mais vraiment, c'est un enfant hyper facile. C'est un peu comme si il avait compris tout ce qui se passait, ce petit Gaston. Il est hyper joyeux, hyper solaire, il sourit tout le temps. Il adore manger, Enfin, vraiment, c'est génial. C'est vraiment un enfant facile. Il n'empêche que c'est un deuxième et que toute l'intendance, la logistique avec 2 enfants n'est pas la même. Qui, mine de rien, n'ont pas le même rythme. Et qui n'ont pas les mêmes envies. Là, ça se rapproche un peu quand même. Ouais. Mais bon. Ça va mieux. Ouais. Mais voilà, du coup, il y a encore un peu de travail pour que tous les traumatismes de chacun, parce que de chaque individualité disparaissent un petit peu au fil de l'eau, on va dire. Mais c'est pas évident. Après, ça renforce aussi. Hein. Ça renforce aussi, c'est sûr. C'est sûr, on prend conscience de plein de choses. Il y a des belles choses dans ces épreuves-là, quoi qu'on dise. Et qui plus est, quand on le vit de l'intérieur, comme j'ai vécu, et avec cette espèce de dualité sur la vie et la mort, c'est assez particulier quand même, quoi. C'est une expérience intense. Carrément. Bon, écoute, la prochaine fois, tu nous diras où t'en es sur ce cheminement de 3e enfant. Oui. De savoir parce que il y a la question du corps, parce que tout à l'heure, tu disais que c'était un cancer hormonodépendant. Oui. Ça joue avec la grossesse. J'imagine qu'il a progressé plus vite aussi. Oui, voilà. Bah oui, c'est ça. Surtout ces histoires de fausses couches, etc. On ne saura jamais. Mais bon, moi, je suis assez convaincue qu'il y a eu quand même un peu d'accélération de tout ça. Donc là, bien sûr, j'ai interdiction d'être enceinte pendant les 5 prochaines années. Et il y a l'âge. Voilà. Et alors, en général, quand des femmes jeunes ont un cancer du sein, on leur propose une préservation de la fertilité. Et c'est aussi ça qui était un vrai sujet pour moi, c'est que moi, je leur disais, mais pourquoi vous ne m'avez pas proposé ? Ils disent, vous êtes enceinte, on ne peut rien faire. Donc, le sujet est clos. Et moi, j'étais là, mais moi, je veux pas que le sujet soit clos. Donc, j'ai pris rendez-vous à Thonon, etc. Et on m'a dit, on verra après vos traitements, parce qu'après, il y a aussi le retour des règles. Sous hormonothérapie, on n'est pas forcément des cycles normaux. Enfin, c'est pas simple tout ça. Et finalement, j'ai fait pas mal d'examens. Et soit on me faisait quand même une préservation, soit on me disait, on a fait des analyses pour voir. Et a priori, j'ai pas beaucoup d'intérêt à faire une préservation à date parce que la chimie aussi a quand même un peu altéré tout ça. Hein. Donc c'est un peu on verra bien. Et j'aurai 40 ans ou 41
quand normalement je devrais arrêter Ça reste l'hormonothérapie. jouable. Donc ça reste jouable. Après, ça reste jouable, mais ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions, de risques, de quel équilibre on aura à ce moment-là. Donc honnêtement, aujourd'hui, on en est. C'est pas la question. Non, là pour le coup, c'est pas la question. Mais moi, la question, et ça c'est marrant parce que même avec Laurent, on s'est fâché un peu sur ce sujet parce que lui il me disait mais je savais pas que tu voulais à ce point 3 enfants, etc. Et je lui dis mais c'est même pas le sujet de vouloir 3 enfants. C'est le sujet de choisir. Et ça, je l'ai répété à des gens aussi qui ne comprenaient pas forcément. Et puis, surtout, en fait, quand je lis beaucoup d'articles là-dessus, en tant que femme, le deuil de la maternité, c'est quelque chose. Et moi, je n'avais pas décidé, quand j'ai appris ma grossesse de mon 2e enfant, que ce serait la dernière. Et en fait, d'un seul coup, ce cancer m'a condamnée à ce que ce soit la dernière, alors que je n'avais pas choisi. Donc, c'est toujours cette histoire de libre arbitre, en fait, et de dire, mais c'est moi qui choisis si j'ai plus envie d'en avoir. Là, on a choisi à ma place. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a déstabilisée. Parce que si demain, j'ai encore envie de revivre ce bonheur d'être enceinte, j'aimerais Le décider. Après, je sais que ce ne sera pas sans conséquence. Ce sera une prise de risque, une aventure, voilà. Parce que je revivrai jamais une grossesse normale. Ouais. Oui, parce que dans tous les cas, ça sera ultra médicalisé et avec toujours ce spectre finalement que ça se reproduise et puis voilà. Donc, et je pense que ça, typiquement, dans le couple, on ne le vit pas de la même manière non plus. Comme on disait, hein, c'est toi ou le bébé. Et puis, il y a aussi ce truc, et pour en avoir déjà parlé sur des sujets un peu similaires, toi, tu as vécu le cancer, mais lui, il a eu peur de perdre sa femme. Bien sûr. C'est sûr. Et ça doit être quelque chose de dur, quoi. Oui, c'est dur. C'est dur parce qu'en plus, c'est très dur à verbaliser aussi. Comme beaucoup, je pense, on est assez pudique. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à dire, mais c'est évident. Oui. Peur de perdre sa femme. Et puis, en deuxième lieu, peur de perdre son fils. Mais je crois que c'est vraiment plutôt... Plutôt toi. Oui. Ouais. Après, il a une relation avec Gaston qui est particulière et qui est liée forcément à cette histoire. Il a eu tout petit cette responsabilité de lui, en fait, finalement. C'est ça, ouais. Et du coup, il s'en occupait. Je me souviens, comme j'étais assez fatiguée, je faisais pas le biberon. J'allais me coucher genre à 21h et lui, il passait la soirée avec lui. Et il faisait le dernier biberon vers minuit. Et après, il allait se coucher. Et c'est des bons souvenirs pour lui. Parce qu'il me dit, c'est des moments que j'avais seul avec lui. En tête à tête, ouais. Donc, c'est... Ouais, il s'en est beaucoup occupé, même s'il s'est aussi beaucoup occupé de Madeleine. Hein. Oui, mais c'est dans des circonstances juste différentes. Exactement. Voilà. Ouais. Et puis, c'est des générations très différentes. Par contre, c'est vrai qu'on se le dit souvent, nos parents ne sont pas du tout autant occupés de nous que ceux qu'on s'occupe de nos enfants. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais vraiment, encore une fois, ils n'avaient pas les mêmes clés que ce qu'on a aujourd'hui, pas les mêmes informations. Enfin, on vit vraiment dans des mondes complètement différents. Complètement. Ça n'a rien à voir. Donc, tu peux plus comparer, en fait, je crois. Non. Et tu vois, moi, j'ai eu beaucoup, quand je suis devenue mère, cette colère de me dire, mais pourquoi ? En fait, maintenant, j'ai plus du tout la colère parce qu'en fait, je peux pas comparer quelque chose qui est pas comparable. En fait. Non, c'est ça. Donc, après, c'est pas pour autant que j'ai eu une enfance malheureuse, loin de là. Non. J'ai adoré, on faisait plein de choses. On avait des parents qui nous aimaient, mais par contre, ils s'asseyaient pas pour jouer avec nous, ils s'asseyaient pas pour discuter et essayer de détricoter un sujet. Donc on n'est pas du tout là. C'est un peu la magie de l'évolution finalement, de pouvoir apprendre de ce que nos ancêtres, on va dire, n'ont pas fait. Et puis dire, en fait, j'aurais aimé ça, donc peut-être que je vais faire ça aussi. Et c'est assez intéressant. Complètement. Peut-être que nos enfants ne parleront pas du tout à leurs enfants, on ne sait pas. Mais peut-être parce que c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est le côté... Moi, j'en parle parfois avec mon père et c'est intéressant parce qu'il me dit, mais vous réfléchissez un peu trop, pour le coup. Et même entre copains, on en parle, de se dire, mais... On est peut-être allé trop loin parfois. Tu crois ? Ouais. Je sais pas. On en parle souvent avec des copains, de se dire, quelle place on donne à l'enfant aujourd'hui ? Alors, il en a une énorme, très grande. Mais il y a des choses, parfois, t'es un enfant et c'est tout. Enfin, dans certaines réponses, tu vois, on en parlait, certaines réponses à des questions où, en fait, reste à ta place d'enfant et profite. Et profite. Justement, c'est pas, en fait. voilà, c'est pas pour dire, t'es un enfant, donc tais-toi. C'est pas du tout le propos. C'est plus de dire, en fait, t'aurais bien
t'auras bien le temps de te prendre la tête sur ces sujets-là. On aura le temps de te parler de la guerre, des impôts et des élections. Voilà, c'est ça. Et d'avoir de la tristesse profonde pour des sujets. Et donc, je pense que parfois, faut trouver la limite. Faut trouver la limite. Moi, je trouve que c'est difficile, ça. Ça, par exemple, pour moi, c'est difficile. Et notamment en étant confrontée à des sujets difficiles. Ce que je te disais un petit peu à demi-mot, c'est avec Laurent, souvent, lui, il va me dire « Oh, c'est bon, ça va ». Et moi, je vais me dire « Ouais, mais là, elle a dit ça ». Donc, tu vois, mais même encore hier soir, elle me disait « Maman, je suis nulle ». J'étais là « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et ça m'a hyper travaillé. Je me suis dit « Mais pourquoi ? Comment je peux l'aider à plus penser à ça. pas penser qu'elle soit nulle. Tu sais quoi, j'ai fait un épisode de podcast avec Fabrice Florent qui me disait que lui, il a vachement déconstruit ça. Lui, il a des ados, donc on est sur le niveau supérieur. Mais de comprendre qu'en fait, on ne pouvait pas sauver nos enfants. Bah, c'est ça. Et c'est ce qu'il a travaillé en thérapie, et c'était la dernière découverte qu'il avait faite. Et de se dire, en fait, d'accepter qu'on ne peut pas sauver nos enfants et qu'on peut leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter, mais il y a un truc qui sera up to them. Enfin, tu vois. Ah mais c'est sûr, c'est son tempérament, que dans tous les cas on les empêchera pas d'être malheureux, on pourra pas empêcher la douleur. C'est ce que je me suis dit. Et tu vois, je me suis vraiment dit hier soir, mais en fait si ça se trouve elle aura pas du tout confiance en elle. Comment je peux faire pour qu'elle ait confiance en elle à tout prix? Et je me suis dit j'y arriverai certainement. Ça sera son chemin en fait. Ouais. Et ça sera à elle d'aller le chercher. Mais c'est dur à accepter. C'est à accepter. Ouais. Mais parce qu'en fait on les aime tellement, ils sont tellement à l'intérieur de nous que tout ce qui les touche nous touche. C'est ça. Et la douleur qu'ils ressentent. Elle nous fait mal aussi. Ah exactement. Comme quand tu les vois tomber et que tu as j'ai mal aussi en fait. Ah ouais, non mais complètement. Et c'est ça qui est difficile. Mais d'apprendre à détacher leur douleur de la nôtre pour pouvoir les accompagner. Mais je crois que c'est la chose la plus difficile à faire en parentalité. Vraiment. ouais, donc on y est confronté tous les jours. Et puis c'est vrai que je pense que moi j'ai du mal à m'y retrouver parfois entre mon histoire, notre histoire familiale et un sujet classique d'une enfant de son âge, quoi. Donc c'est pour ça. C'est là, il y a besoin un peu d'aide parfois. Puis après, vous êtes encore en reconstruction. Hein. C'était hier presque. Enfin, tu vois toute cette histoire. Ah bah oui, c'est ça. Tu vois. En fait, ça paraît tellement loin et c'est tellement à côté de nous. Et comme je te le disais aussi en préambule, honnêtement, je crois que j'ai encore pas trop pris conscience. Tu vois, j'ai pas d'énormes émotions. Ça dépend des jours, tu vois, mais. Là, j'ai pas pleuré, alors que certains jours, je pourrais t'en parler. Mais je pense que j'ai un peu, pas du déni, parce que j'ai pleinement vécu tout ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, j'ai quand même un peu un détachement, et puis j'ai du mal à me dire que c'est à moi que tout ça est arrivé, quoi. Ah, mais ça reviendra peut-être avec le travail de reconnexion à soi. C'est ça, à suivre. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être certainement lié et tout ça. Mais c'est pour ça aussi que je m'occupe beaucoup plus de moi. Tu vois, je me suis mise à courir, je fais de la céramique, c'est un truc que je voulais faire depuis hyper longtemps. J'ai plein de projets, mais qui sont très perso. Alors, du coup, pareil, quelle est la part de... Tu te dis, des fois, je suis un peu égoïste, machin, mais je suis obligée, en fait, de passer par ces phases-là. Et puis, en fait, en soi, quand tu réfléchis bien, on n'est pas obligé de vivre en tribu tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, et au contraire, ces temps que tu t'accordes permettent justement d'être pleinement avec eux quand tu es avec eux. C'est ça, ouais, exactement. Et c'est pour la qualité, enfin la quantité, ça sert à rien en vrai. Moi, j'ai été beaucoup élevée comme ça, et ma mère, mes parents bossaient beaucoup, et par contre, quand ils nous consacraient du temps, ils nous le consacraient vraiment, quoi. Et moi, je suis assez partisane de ça. Et des fois, Madeleine me dit, mais pourquoi toi, tu viens pas me chercher à 4h? Pourquoi tu viens pas me chercher pour le déjeuner? Je dis, en fait, je bosse, toi, t'es bien là où t'es. En fait, je suis assez décomplexée par rapport à ça. Je me dis pas, la pauvre, enfin, je sais pas comment dire. Alors, plus maintenant. Mais alors avant, quand elle était en petite section, elle rentrait à la maison, il était 18h30, mais même c'était trop, hein. Enfin, mais j'étais complètement décomplexée. En fait, moi, et d'ailleurs, c'était un peu dur parce que j'avais des réflexions. Ah bon, mais elle est à l'école de 9h à 18h, mais elle est petite quand même et tout. J'étais là, ouais, mais en fait, je travaille et j'aime mon travail. Et donc, il n'y avait pas de compromis. Aujourd'hui, j'ai appris aussi à en faire, voilà. Mais je suis assez décomplexée de ça, de la maternité à tout prix, non, quoi. Non. Je pense que chaque femme, parce que là, on parle de maternité, mais c'est aussi valable, je pense, pour tous les parents de manière générale. Oui. À son équilibre, tu vois, il y a des femmes qui trouvent leur équilibre dans justement cette maternité au foyer. Ouais, et complètement. Autour de ça, il y en a d'autres qui... Moi non plus, je pourrais pas, mais ça, je le comprends aussi. Mais oui. Parce que parfois, ça chamboule tellement. Mais je pense qu'il y a aussi une différence quand ton travail
et te plaît à ce autant. point. Oui. Et puis moi, quoi qu'on dise, qui est là, c'est mon premier bébé. Je l'ai créé avant d'avoir mes propres enfants. J'y ai consacré beaucoup de temps. J'y consacre encore énormément de temps et d'énergie et d'envie et de projection même. Tu vois, c'est aussi ce projet qui est là qui m'amène plus loin dans les années. Enfin, en positif ou en négatif. Hein. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, il y a toujours cette aventure, parce que quoi qu'on dise, c'est une aventure d'avoir une boîte. C'est une énorme aventure. Moi, je le compare souvent à la maternité. C'est vrai, ça peut paraître bizarre, mais en même temps, ça t'accapare autant de temps parce que tu y penses 24 heures sur 24. Tu peux ne pas endormir la nuit. Alors, ça peut te réveiller la nuit aussi, pas par des pleurs, mais par des petites crises de panique. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement le même investissement. Bien sûr. Et le fait que tu dises que, moi, ça me choque pas du tout, parce que je le vis de la même façon, le fait que ton entreprise soit ton bébé, en fait. Oui. Ouais. Parce que tu t'investis autant de temps. Ah oui. Et puis aujourd'hui, j'ai fait la part des choses entre le temps que j'y passe. En fait, c'est pas quantitatif, qualitatif, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que... C'est pas du présentiel. Non, c'est pas du présentiel. Ça. Et ça a beaucoup bougé, même pour les équipes, même pour tout. Je pense que ça, on est dans une nouvelle ère là-dessus, et ça, c'est vraiment génial. Mais par contre, j'ai tout le temps la même énergie, la même envie, que je vois des influenceurs qui portent nos produits, je suis trop contente. Enfin, tu vois, il y a toujours cette ferveur, il y a toujours cette... T'es pas blasée, quoi. Non. Après, je pense que je l'ai été un moment... Où il y a des périodes, quoi. Il y a des périodes, mais là, en plus, la marque revit un vrai renouveau aussi. C'est peut-être lié à nous et à notre renouveau aussi avec mon associé, mais clairement, il se passe, il y a un avant et après tout ça. Covid, mais plutôt, nous, on l'assimile plutôt à nos événements de vie à nous, parce que mon associé aussi a eu des gros événements perso compliqués. On a enchaîné on a enchaîné les emmerdes. C'est comme si vous voyiez un petit peu la lumière au bout du tunnel. Mais vraiment. C'est cette image de bouffée d'air frais. Ah ouais. Mais elle n'est pas évidente à appréhender non plus. Hein, parce que, justement, alors moi, quand j'ai dû reprendre en janvier, j'avais déjà repris, mais j'étais vraiment dans un truc où je me disais, mais Kiela va hyper bien. On n'a jamais été aussi bien presque. Tout roule, les équipes sont là, machin. Et je sais même pas si j'ai envie, tu vois. Et ça, c'est hyper dur. Et c'est pour ça que j'ai dit à David, en fait, on va prendre quelqu'un d'extérieur, là, on va prendre de la hauteur. Et ce coaching, il a été salvateur, parce que sans ça, on n'allait pas droit dans le mur, bien entendu, mais en plus, on était très opérationnel. On est toujours encore trop opérationnel, mais on travaille à fond de plus en plus pour l'être de moins en moins. Oui, puisque tu vois que c'est nécessaire dans l'évolution et que... Ouais, et on parle, ça fait 12 ans, hein. Il est temps. Il est temps, mais en même temps, on lâchera jamais complètement l'opérationnel, parce que typiquement, moi, je continuerai à dessiner mes produits, sinon, demain, je suis plus chez Kiela, tu vois. Enfin, il y a un espèce de paradoxe. Je comprends. C'est pas pour autant que je suis pas aidée et que j'ai pas eu des gens à m'aider sur ce sujet-là, mais toute la direction artistique, etc., j'ai du mal à la lâcher, quoi. Mais il y a d'autres choses qu'on lâche complètement, et puis ça va se faire avec le temps. Carrément. Et mais ce paradoxe de se dire la boîte s'est jamais aussi bien portée, mais qu'est-ce que moi, est-ce que toi t'as encore envie? Je vais voilà, quand t'as 38 ans, que t'as un cancer du sein, tu peux pas non plus t'empêcher de penser que ta boîte a peut-être contribué aussi à ça. Tu vois, on saura jamais. Et de toute façon, tu vois, à la preuve, je suis en train d'essayer de chercher un responsable, mais j'en trouverai jamais. Mais forcément, le stress. Surtout que moi, on me dit souvent, et c'est vrai, genre, mais t'es jamais stressée et tout. Et je parais pas stressée. Mais à l'intérieur, ça... bien sûr. De toute façon, t'as forcément un revers de la médaille. Hein. Donc, la nuit, je dois être, tu vois, en stress permanent. Et c'est même sûr. Donc, ça ressurgit à certains moments et t'es toujours rattrapé par tout ça. Mais c'est ce qui fait que des alertes comme une maladie aussi grave que le cancer t'ouvrent un peu les yeux aussi. Tu vois que tout comme on fait des enfants qui finissent par évoluer d'eux-mêmes, en fait, on peut aussi créer des boîtes qui évoluent d'elles-mêmes sans nous, en fait. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Puis en créer d'autres. Et puis... c'est ça. Du coup, c'est ce qui s'est passé pour notre troisième associée, Alix, qui à un moment avait fait le tour. Et elle, en fait, elle aimait vraiment la phase de création. Ouais. Et c'est sûr que dans une boîte... c'est comme un enfant. C'est qu'il y a une phase où t'es tout foufou. Ouais, exactement. Mais c'est ça. Nous, à un moment, on a fait face à une phase mais qui était passionnante, mais qui était hyper dure de... Comment ils appelaient ça ? On s'était fait aider par la CCI à Nantes et tout. C'était gérer sa croissance ou même, en fait, de passer, je me souviendrai très bien, parce que là aussi, on avait fait appel à des gens extérieurs pour nous aider. Les 3 premières années, tu t'amuses en fait. Hein. Et d'ailleurs, on écrivait, même dans nos storytelling et tout, on parlait que d'aventure, on parlait jamais de société, on parlait jamais d'entreprise. Tu vois, enfin vraiment, on était là, on s'amuse avec les copains. Après, il faut quand même se dire qu'on avait 25 ans, qu'on avait mis un petit pécule, on n'avait rien à perdre. Enfin, en fait,
Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des copains, des cousins et autres qui montent des boîtes à l'âge qu'on a. Et je leur dis, je vous tire mon chapeau parce que c'est pas du tout la même chose. Non. Voilà. Le stress n'est pas le même parce que moi, je suis un peu dans ce cas de figure-là. Quand tu as un prêt, Voilà, c'est quand ça. tu as des enfants... Nous, on n'avait rien. On était freestyle. Et d'ailleurs, on ne se payait pas les 3 premières années, on ne s'est pas payé. On était chacun, on avait vécu des plans de licenciement, etc. Donc, moi, je faisais du freelance, mais on était en coloc les uns les autres, à droite, à gauche. On faisait des apéros. Et puis, de fil en aiguille, on vendait 10 lunettes, 20, 200, 300. C'était génial. On était dans le... Et c'est vraiment l'image de dans la cave, on reçoit nos premières productions. Et c'est puis, trop bien. Puis ça grossit. Mais par contre, après, tu te retrouves confronté à d'autres il faut structurer. La structuration, les premiers employés, le lieu. Il y a plein de choses qui se jouent, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est... T'as des phases d'accalmie et puis des phases de renouveau. Et puis peut-être qu'un jour, ce sera peut-être l'appel d'une nouvelle aventure aussi. Tout à fait. Ouais. Mais je me pose souvent la question. Ouais. On se pose souvent la question. Avec David, qui est plutôt, lui, sur la partie commerciale. Mais je pense qu'on se dit souvent, justement, le résultat un peu de ce coaching, on était un peu à la lisière de se dire, est-ce que c'est pas la fin pour nous, pas de qui est là. Et en fait, là, on s'est dit, mais pas du tout. Enfin, là, on a ouvert vraiment les yeux sur tout le champ des possibles et ça nous a redonné, pour le coup, vraiment... Mais on avait aussi, comme beaucoup d'entrepreneurs et de boîtes, perdu complètement notre vision. Et d'ailleurs, moi, quand je suis revenue beaucoup plus officiellement en septembre, j'ai récupéré une équipe qui était en mode mais on sait même pas où on va, fatigué. Et la vision, c'est tellement important. Et nous-mêmes, on l'avait pas. Donc, comment la transmettre à notre équipe ? Donc, on a bossé comme des fous de septembre à décembre pour essayer de leur livrer quelque chose en disant voilà, là, ça y est, maintenant. Alors, on n'est plus sur des trucs où on se projette à 5-10 ans. Non. Là, déjà, 2-3, c'est bien. Mais c'est très bien. Moi, ça me va parfaitement. On est là, 2-3 ans, on sait à peu près les gammes qu'on veut lancer, on sait à peu près comment on va les structurer, etc. Et c'est très bien. C'est top. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est vraiment l'importance de savoir s'entourer, de savoir faire appel à quelqu'un d'extérieur pour aider. Mais c'est valable dans l'entrepreneuriat, c'est valable dans la vie de famille. Tout à fait. Quand il y a un problème, ne pas hésiter, même dans la vie avec soi-même, dans la vie, quoi, d'aller chercher de l'aide chez des psychologues, chez des médecins, enfin, peu importe ce qui fait du bien, chez des coachs aussi. Quand c'est mais même une babysitter, une babysitter. Nous, c'est tout simplement. Depuis septembre, on s'est dit, bon là, franchement, on n'a tellement pas été aidés pendant ces 2 années qu'on va prendre une babysitter, tu vois. Carrément. C'est tout bête, mais... Pour, voilà. Et puis, c'est comme ça qu'en vrai, ça marche le mieux, je crois, quand on n'est pas seul. Pas seul, Voilà. C'est ça. Merci Anne-Charlotte. Merci beaucoup. Merci Élise. pour tout, pour ton témoignage, pour tes mots, pour ton temps. Merci. J'espère, j'en suis convaincue, que ton témoignage aidera plein de personnes qui se reconnaîtraient dans ta situation ou qui connaîtraient quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais, tout à Parce fait. que c'est toujours comme ça aussi que ça marche. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à toi, à qui est là. Merci. Et à tout ce qui est important pour toi. Et à bientôt. Merci beaucoup, Élise. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 21 février 2022, Fanny Trossa écrivait, je cite, « Un podcast bien mené, intelligent et toujours sympathique à écouter. Pour une parentalité décomplexée. » Emoji clin d'œil. Je te remercie Fanny et je t'envoie un gros emoji cœur. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.